Il existe des objets énonçants qui ne se contentent pas d'être retrouvés. Ils ne se laissent pas simplement cataloguer ni exposer. Ils semblent porter en eux un souffle étranger, comme si un autre monde avait modelé leur matière. Parmi ces énigmes, les masques antiques occupent une place particulière. Ils sont des visages sculptés dans la pierre, le bois, le métal ou l'argile. Mais derrière ces traits figés se cache une inquiétude. À qui appartenaient-ils vraiment et pour quel usage secret furent-ils façonnés ? Les masques nous accompagnent depuis les origines de l'humanité. Dans les grottes préhistoriques, on retrouve déjà des représentations de visages stylisés mêlés aux peintures d'animaux et de symboles. Les archéologues y voient une première tentative de se dissimuler, de prendre l'apparence d'un autre être, ou peut-être d'approcher ce qui ne pouvait être nommé. Porter un masque, c'était franchir une frontière invisible, devenir chasseur, esprit, ancêtre, ombre. Pourtant, certaines découvertes laissent planer un malaise. Certains masques déterrés dans des tombes ou repêchés dans les profondeurs marines semblent trop parfaits, trop insolites pour correspondre au savoir de leur époque. Dans les années 1990, des plongeurs explorant les eaux sombres au large du Japon mirent au jour des fragments étranges. Parmi les débris recouverts d'algues, un visage de pierre aux yeux immenses apparut. Les orbites étaient disproportionnées, comme faites pour observer dans l'obscurité, et la bouche fine dessinait un rictus figé. L'objet fut étudié, photographié, mais bientôt retiré des expositions officielles. Certains chercheurs avancèrent qu'il s'agissait d'une pièce rituelle submergée après un séisme. D'autres murmurèrent qu'il provenait d'une civilisation engloutie dont nous n'avons gardé aucun nom. Le masque dort désormais dans une réserve, loin du regard du public, et peu de rapports mentionnent encore son existence. Sur un autre continent, en Amérique du Sud, plusieurs masques façonnés en or pur furent avant découverts dans des tombes anciennes. Leur surface, parfaitement polie, reflète encore la lumière avec une intensité qui trouble. Pourtant, ce qui intrigue n'est pas leur éclat, mais leur fonction. Ces masques majoritairement placés sur le visage des morts, mais certains présentent des fentes microscopiques alignées avec précision sur les yeux et la bouche, comme si un système secret de respiration ou de vision avait été intégré. Les peuples précolombiens maîtrisaient l'art de l'orfèvrerie, certes, mais ces détails dépassent ce que l'on attend d'un objet funéraire. On ignore encore si ces fentes avaient une utilité technique ou si elles servaient à guider un souffle symbolique, celui de l'âme quittant le corps. En Sibérie, au cœur du Pergélisol, des fouilles ont révélé une série de masques en bronze décorés de motifs géométriques. Leur particularité est dérangeante. Chacun d'eux présente un système d'attache permettant de les fixer solidement, comme si leur porteur devait affronter non pas une cérémonie, mais un combat. Certains chercheurs y voient une tradition guerrière, d'autres imaginent une tentative de se protéger de phénomènes que nous ne comprenons plus. Les masques semblaient conçus pour durer, résister, survivre à la chair. À travers eux, on entrevoit une civilisation disparue qui utilisait ces objets comme une armure spirituelle autant que matérielle. Il y a aussi ces masques retrouvés dans le désert de Judée, façonnés en pierre calcaire il y a 9000 ans. Leur expression est figée entre le sourire et l'effroi. Leurs orbites vides paraissent lui surveiller le présent. On raconte qu'ils étaient accrochés aux murs des habitations pour protéger les vivants ou effrayer les intrus invisibles. Mais certains de ces visages présentent des traces d'usure anormales, comme si quelqu'un les avait portés longtemps, comme si leur fonction dépassait la simple décoration. Ces masques, parmi les plus anciens au monde, posent une question dérangeante. Depuis quand les humains tentent-ils de revêtir une identité autre que la leur ? Le plus mystérieux reste sans doute le masque d'ivoire découvert dans une tombe en Afrique de l'Ouest. Ses traits sont d'une finesse troublante, son poli parfait. Pourtant, selon les datations, il aurait été sculpté des siècles avant l'apparition des outils capables d'un tel travail. Les spécialistes hésitent, s'interrogent, mais aucune explication n'apaise ce décalage technologique. Qui a taillé ce visage ? Et dans quel but ? Ce qui trouble le plus n'est pas seulement la beauté de ces artefacts, mais leur persistance. Un masque, contrairement à une arme ou à un bijou, n'a de sens que lorsqu'il est porté. Il suppose une transformation, une disparition de l'individu derrière une autre figure. Certains chercheurs affirment que ces objets étaient des moyens d'entrer en contact avec les ancêtres, de dialoguer avec les esprits, ou d'absorber la force d'animaux sacrés. Mais d'autres hypothèses émergent, plus dérangeantes. Et si ces masques avaient servi à cacher une identité étrangère à l'humanité ? À travers ces visages immobiles, on perçoit l'ombre d'un doute, celui que l'histoire officielle ne sait pas nommer.
Les musards regorgent de masques venus d'Afrique, d'Océanie, d'Asie, chacun porteur d'un langage codé incompris des visiteurs. Pourtant, quelques pièces échappent à la classification. Un masque conservé à Venise, par exemple, est gravé de symboles indéchiffrables qui ne correspondent à aucune langue connue. Les archéologues italiens n'ont jamais expliqué son origine exacte. Certains le disent venu d'Orient, d'autres y voient l'intrain à la trace d'un peuple marin oublié. Lorsque les visiteurs s'attardent devant lui, beaucoup rapportent une sensation étrange, le sentiment que les yeux vides observent en retour. À chaque fois que l'on retrouve un de ces masques, l'impression persiste qu'il ne s'agit pas seulement d'un objet rituel. Leur conception dépasse parfois la logique de leur temps. Leurs détails techniques, leur longévité, leur symbolisme nous rappellent en fait que le passé n'est pas linéaire. Ce sont des fenêtres entr'ouvertes sur des mondes dont nous n'avons que des éclats. Ainsi, les masques oubliés ne sont pas seulement des reliques, ils sont des témoins d'une mémoire plus vaste que la nôtre. Dans le silence des vitrines ou l'obscurité des réserves, ils attendent, immobiles. Leur regard creux nous renvoie une question. Qu'avons-nous perdu en croyant savoir qui nous sommes ? Et dans cette interrogation muette, une passerelle se dessine vers d'autres mystères, vers d'autres objets tout aussi impossibles. Car après le visage figé des masques, une autre énigme nous attend, une arme ancienne qui refuse obstinément de vieillir. Il existe des objets dont la matière défie le temps, comme si les lois naturelles n'avaient aucune prise sur eux. Parmi les plus troublants, certaines armes anciennes ont survécu des siècles sans rouille, sans érosion, sans marque d'usure. Une dague en particulier, redécouverte dans un tombeau oublié, continue de déranger les archéologues et de fasciner les chercheurs. Elle repose intacte, comme si elle avait été forgée hier, et pourtant elle appartient à une ère où le fer et l'acier se dégradaient vite sous l'humidité et le sel. On l'appelle parfois la dague immortelle, car rien ne semble pouvoir altérer son éclat. L'histoire commence en Égypte, au cœur de la vallée des rois. En 1925, Howard Carter, déjà célèbre pour la découverte du tombeau de Toutankhamon 3 ans plus tôt, examine les trésors funéraires du jeune pharaon. Parmi les bijoux, les chars miniatures, les statues et les sarcophages, une arme attire particulièrement l'attention. Une dague aux manches richement décorées et à la lame métallique d'une brillance étrange. Ce n'était pas seulement sa beauté qui étonne, mais la matière même dont elle est faite. Contrairement aux autres objets en fer de l'époque, rongés par la corrosion, cette lame resplendit toujours. Des décennies plus tard, des analyses modernes révèlent son secret. La dague n'est pas forgée dans un métal terrestre ordinaire, mais dans un alliage contenant une proportion importante de nickel et de cobalt, typique des météorites. La lame aurait donc été façonnée à partir d'un fragment tombé du ciel. Les Égyptiens appelaient ce matériau le fer venu des dieux, et il était considéré comme sacré, réservé aux pharaons et aux rituels les plus importants. Cette arme posée sur le corps de Toutankhamon n'était pas seulement un symbole de pouvoir, mais aussi un talisman d'éternité, forgé littéralement dans les étoiles. Le caractère incorruptible de cette dague interroge encore. Comment les artisans de l'époque ont-ils réussi à travailler un matériau aussi difficile à forger, sans les outils modernes capables d'atteindre de très hautes températures ? Les météorites ferriques sont dures, cassantes et se travaillent mal. Pourtant, la lame est polie avec une précision troublante, fine et parfaitement symétrique. L'artisanat égyptien était raffiné, certes, mais cette maîtrise dépasse ce que l'on croyait possible à l'âge du bronze. Était-ce le fruit d'un savoir oublié ou d'un échange mystérieux avec d'autres peuples aux connaissances avancées ? Ce n'est pas le seul cas. En Chine, des chroniques anciennes parlent d'armes célestes offertes aux empereurs, forgées à partir de l'acier des étoiles. Des épées auraient été façonnées dans des fragments tombés du ciel et offertes comme gage de souveraineté divine. Peu d'entre elles subsistent, mais certaines lames retrouvées dans des tombes princières présentent des caractéristiques métalliques inhabituelles, résistantes au passage du temps. Elles aussi semblent défier la rouille. Dans le sous-continent indien, une arme connue sous le nom de fer de Delhi intrigue également les chercheurs. Ce n'est pas une dague, mais une immense colonne de fer, dressée il y a plus de 15 siècles, et qui, malgré les siècles de pluie, de chaleur et de poussière, demeure presque intacte. L'alliage qui la compose est d'une pureté exceptionnelle, et son traitement, basé sur des techniques disparues, empêche toute oxydation. Cette colonne géante, dressée comme une lame plantée dans le sol, est peut-être le cousin monumental des petites armes que l'on croyait périssables. Elle témoigne d'une connaissance métallurgique que l'on ne comprend plus entièrement. La dague de Toutankhamon reste cependant la plus fascinante.
Non seulement elle est intacte, mais elle semble rayonner une aura particulière. Des chercheurs racontent avoir ressenti une étrange vibration en la tenant, comme si le métal lui-même conservait une mémoire de son origine céleste. D'autres affirment qu'elle aurait pu être utilisée dans des rituels où le lien entre la royauté et le cosmos devait être scellé. Si l'âme du pharaon devait rejoindre les étoiles, quoi de plus logique que de l'armer d'une lame forgée dans leur matière même ? Mais il y a aussi des hypothèses plus troublantes. Certains spécialistes de traditions ésotériques affirment que ces objets célestes n'étaient pas seulement symboliques. Le fer météoritique, disent-ils, aurait possédé des propriétés énergétiques particulières, capables de protéger celui qui le portait ou d'ouvrir des passages vers d'autres plans de conscience. Des textes anciens parlent d'armes qui chantaient lorsqu'on les maniait, produisant un son étrange. Était-ce une exagération poétique ou la trace d'une expérience réelle avec un métal venu d'ailleurs ? Le fait que la dague ne rouille jamais reste une énigme persistante. Dans un environnement où tout métal finit par s'altérer, elle résiste. Les analyses modernes confirment que sa structure est exceptionnellement stable, que la proportion de nickel crée une sorte de bouclier naturel contre l'oxydation. Mais cela ne résout pas tout. La précision du travail, la finesse du polissage et surtout le choix symbolique de déposer cette lame auprès d'un jeune roi mort prématurément, tout cela laisse deviner un message. C'est comme si les anciens avaient voulu inscrire dans la matière une idée d'éternité, une victoire sur le temps. De telles armes rappellent que les civilisations passées savaient voir au-delà du simple usage pratique. Une dague forgée dans un fragment d'étoile n'est pas seulement une arme, c'est un fragment de cosmos tenu dans la main. Elle relie celui qui la porte à l'univers entier, à l'infini. Peut-être est-ce cela, le véritable secret de sa résistance, non pas une simple composition chimique, mais la volonté de transcender la fragilité humaine. D'autres découvertes plus récentes nourrissent encore le mystère. En Grèce, des fouilles ont révélé une lame ancienne incrustée dans un temple effondré, dont l'alliage demeure brillant malgré 2 millénaires passés sous terre. En Amérique du Nord, des légendes autochtones parlent de couteaux trouvés dans les plaines, faits d'un métal que la pluie ne pouvait entamer. Dans chaque culture, un même récit se répète, des armes venues du ciel, offertes aux hommes, indestructibles. Ces récits se rejoignent dans une même intuition. L'homme, depuis toujours, a perçu dans la matière venue des étoiles un signe, un pont entre le terrestre et l'infini. Les dagues et les épées, les colonnes ne sont que les formes visibles de ce désir d'éternité. Leur résistance au temps n'est pas seulement physique, elle est symbolique. Ces armes immortelles nous rappellent que nos ancêtres cherchaient déjà à dépasser leurs conditions, à inscrire leur mémoire dans ce qui ne s'use pas. Et pourtant, malgré toutes ces analyses, une part d'ombre demeure. Pourquoi certaines de ces armes sont-elles si rares ? Pourquoi la plupart des fragments météoritiques connus ne furent-ils pas travaillés avec la même perfection ? Était-ce un savoir réservé à quelques initiés, ou bien avons-nous perdu la trace d'un savoir-faire plus répandu que nous l'imaginons ? Ce qui est certain, c'est que la dague de Toutankhamon continue de reposer, intacte dans son écrin, comme une énigme que le temps n'a pas réussi à détruire. Sa lame, venue d'un autre monde, rappelle à chaque regard que notre histoire est tissée de fragments étrangers, que notre mémoire n'est pas seulement terrestre. Et derrière l'éclat de ce métal, une autre énigme nous attend, gravée non pas dans le fer, mais dans la pierre fragile, des tablettes couvertes d'écritures que personne n'a jamais su déchiffrer. Il y a des pierres gravées qui se laissent lire avec patience, dont les signes, une fois comparés et étudiés, révèlent des fragments de langue disparus. Mais il en existe d'autres, bien plus troublantes. Elles portent des signes si étranges, si éloignés de tout système connu, qu'aucun linguiste n'a jamais su les traduire. Ces tablettes ces padales sont de véritables énigmes. Elles témoignent d'une écriture que personne ne comprend, comme si elle provenait d'un monde qui n'a laissé aucune trace ailleurs. Elles reposent aujourd'hui dans des musées, dans des réserves, ou parfois dans des collections privées, silencieuses mais obsédantes, rappelant que l'humanité ne sait pas tout de son propre passé. L'exemple le plus célèbre est sans doute celui des tablettes de Phaistos, retrouvées en Crète au début du XXe siècle. Il s'agit de disques d'argile gravés en spirale, couverts de symboles mystérieux, têtes de personnages, animaux stylisés, outils, formes géométriques. On a longtemps cru que cette écriture appartenait à une langue oubliée de la civilisation minoenne. Pourtant, après plus d'un siècle de recherche, personne n'a jamais réussi à en donner une traduction convaincante. Chaque tentative de lecture se heurte à une impasse, comme si ces symboles n'appartenaient à aucun système logique.
le disque de Phaistos demeure une des grandes énigmes de l'archéologie. Un texte muet, une parole scellée dans l'argile, qui nous observe depuis plus de 3000 ans sans jamais se livrer. En Amérique du Sud, d'autres énigmes surgissent. Les célèbres quipus Inca, ces cordelettes nouées servant de système de mémoire, ne sont pas à proprement parler des tablettes, mais ils participent dans le site du même mystère. Une écriture sans alphabet, sans lettres, où les nœuds et les couleurs codent des informations encore incomprises. Certains spécialistes pensent qu'ils ne servaient qu'à compter, mais d'autres voient en eux une véritable écriture. Si tel est ça le cas, alors une grande partie de l'histoire andine demeure voilée, suspendue à des fils dont nous ne savons pas lire la trame. En Inde, une série de sceaux et de petites tablettes retrouvées dans la vallée de l'Indus portent une autre écriture indéchiffrée. Ces signes, gravés il y a plus de 4000 ans, apparaissent sur de minuscules surfaces de pierre. Leur style essaie d'une régularité impressionnante, comme s'ils avaient été conçus selon une norme stricte. Pourtant, aucun texte long n'existe, seulement ces inscriptions brèves et répétées. Les spécialistes ont tenté de relier ces signes aux langues dravidiennes ou indo-européennes, mais rien ne concorde. Là encore, c'est comme si nous étions face à un code dont nous avons perdu la clé. Dans le désert du Sahara, des explorateurs ont mis au jour des fragments de tablettes couvertes de symboles énigmatiques, parfois proches des écritures berbères anciennes, parfois totalement étrangers. Certains motifs rappellent des constellations, d'autres des formes abstraites sans équivalent connu. Ces tablettes sont souvent éparpillées et endommagées, laissant penser à une culture oubliée qui aurait disparu avant même de se fixer dans la mémoire des peuples voisins. Elles sont des éclats d'un langage dont l'écho s'est éteint, mais dont la matière subsiste muette et tenace. Plus troublant encore est le cas du manuscrit de Voynich, découvert en Europe au début du XXe siècle. Bien qu'il ne s'agisse pas de tablettes, mais d'un livre, il participe de ce même mystère. Des centaines de pages couvertes d'une écriture inconnue, accompagnées d'illustrations de plantes qui n'existent pas, de constellations impossibles, de femmes baignant dans des structures étranges. Malgré des décennies d'efforts, aucun linguiste, aucun cryptographe, pas même les meilleurs algorithmes modernes, n'ont réussi à le déchiffrer. Certains pensent qu'il s'agit d'un canular ancien, mais l'étude des encres et du parchemin prouve son authenticité médiévale. Ce manuscrit, comme les tablettes indéchiffrées, nous confronte à une évidence inquiétante. Certains messages du passé ne nous étaient peut-être pas destinés. Revenons aux tablettes proprement dites. Dans les Balkans, on a découvert au XXe siècle les tablettes de Tartaria, de petites plaques d'argile couvertes de signes qui semblent précéder toutes les autres écritures connues. Datées de plus de 5000 ans avant notre ère, elles remettent en cause l'idée que l'écriture serait née uniquement en Mésopotamie. Si leur authenticité est confirmée, elles témoignent d'une culture oubliée, antérieure aux grandes civilisations connues, qui avaient déjà inventé un langage symbolique complexe. Pourtant, là encore, personne n'a jamais pu en donner le sens. Ce qui frappe, c'est que ces écritures impossibles apparaissent partout. Partout, dans des cultures séparées scellées par des océans et des millénaires. Elles semblent surgir, briller un instant, puis disparaître sans laisser d'héritier. C'est comme si certaines civilisations avaient choisi d'employer un langage volontairement hermétique, réservé à des initiés, et qui devait disparaître avec eux. Les tablettes deviennent alors des tombeaux de mots, des cercueils d'idées scellés à jamais. Pourtant, face à ces signes muets, l'esprit humain ne peut s'empêcher de chercher un sens. Les cryptographes modernes appliquent tant des analyses statistiques pour repérer des régularités, des répétitions, des structures grammaticales. Ils découvrent parfois des motifs, mais ces motifs ne mènent nulle part, comme si l'écriture elle-même avait été conçue pour échapper à toute tentative de traduction. Certains chercheurs vont plus loin et suggèrent que certaines de ces inscriptions pourraient n'être pas destinées à être lues par l'œil humain, mais par l'esprit ou par un autre type d'intelligence. Il existe des récits anciens qui parlent de langues réservées aux dieux, incompréhensibles aux mortels. Des prêtres ou des initiés auraient en gardé la clé de ces langages sacrés, mais avec leur disparition, la clé se serait perdue. Ce que nous voyons aujourd'hui ne serait que la coquille vide d'un code jadis vivant. Les tablettes figées dans la pierre ou l'argile deviennent alors des portes fermées dont personne n'a plus la clé. La fascination pour ces écritures impossibles est universelle. Elles rappellent à chacun que notre mémoire n'est pas complète, que d'immenses pans du passé demeurent invisibles. Elles éveillent une angoisse subtile. Si nous ne savons pas lire les messages laissés par ceux qui nous ont précédés, que reste-t-il vraiment de leur existence ?
Peut-être que des histoires entières dorment encore dans ces signes, des cosmogonies, des savoirs, des récits de peuples entiers qui se sont éteints sans témoin. Chaque fois qu'un archéologue exhume une tablette couverte de symboles inconnus, le même silence s'installe. Les chercheurs la nettoient, la cataloguent, la photographient en ont. Mais au fond, ils savent qu'ils sont face à une énigme. L'objet est là, tangible, mais le sens demeure ailleurs, inaccessible. C'est cette distance qui trouble, l'idée que nous côtoyons des fragments de pensée sans jamais pouvoir les comprendre. Ces écritures impossibles, qu'elles soient gravées dans l'argile, dans la pierre ou dans le parchemin, ne sont pas seulement des curiosités archéologiques. Elles sont des rappels. Elles disent que la mémoire humaine est fragile, que nos mots, même gravés dans la matière la plus dure, peuvent devenir muets. Elles disent aussi qu'il existe peut-être des langages qui ne nous étaient pas destinés, des codes adressés à d'autres regards, à d'autres temps. Et lorsqu'on ferme les yeux devant ces signes muets, on perçoit presque un murmure, comme si les tablettes elles-mêmes attendèrent encore un lecteur qui n'est pas né. Mais en attendant ce lecteur, elles demeurent des énigmes, des messages scellés dans l'argile et la pierre, suspendus hors du temps. C'est dans ce silence troublant que l'on passe d'un mystère à l'autre, car après les écritures impossibles, ce ne sont plus des signes qui dérangent, mais des visages, ceux de poupées anciennes, dont les yeux semblent refuser de se fermer. Elles reposent tantôt dans des vitrines, sur des étagères, parfois dans les caves obscures des musées. Elles semblent fragiles, simples jouets abandonnés par des générations disparues. Pourtant, certaines poupées portent en elles une étrangeté qui dépasse leur apparence enfantine. Leurs yeux fixés pour l'éternité défient au vieux le temps. Ils ne se ferment jamais. Ils ne connaissent ni le sommeil, ni l'oubli. Ces poupées anciennes, fabriquées de porcelaine, de cire ou de bois, inquiètent plus qu'elles n'apaisent. Elles sont à la frontière entre le jouet et l'objet rituel, entre l'innocence et l'inquiétude. Depuis des siècles, les poupées accompagnent l'humanité. Dans les tombeaux égyptiens, on retrouve déjà de petites figurines destinées à servir le défunt dans l'au-delà. Dans la Grèce antique, les jeunes filles offraient leurs poupées aux divinités lorsqu'elles entraient dans l'âge adulte, comme un signe d'abandon de l'enfance. Ces objets ont toujours porté une charge symbolique. Mais certaines poupées, retrouvées à travers le monde, semblent échapper à cette logique familière. Leur présence dérange. Leur regard fixe donne l'impression d'un témoin silencieux, plus qu'un simple jouet. Au Japon, une légende tenace entoure la poupée Okiku. Au début du XXe siècle, une petite fille reçut une poupée en cadeau. Après sa mort prématurée, la famille conserva l'objet en mémoire d'elle. Peu après, on remarqua que les cheveux de la poupée semblaient le pousser. Aujourd'hui encore, elle s'est conservée dans un temple d'Hokkaido, où des moines entretiennent sa chevelure comme celle d'un être vivant. Les scientifiques ont confirmé qu'il s'agit bien de cheveux humains. Mais personne ne peut expliquer comment ils continuent de croître sur une poupée vieille de plus d'un siècle. Les yeux noirs d'Okiku rendent toujours ceux qui l'approchent, sans jamais se fermer, comme si l'âme d'un enfant s'était accrochée à cet objet fragile. En Amérique latine, sur une île perdue au sud de Mexico, un homme décida autrefois de suspendre des centaines de poupées aux arbres, affirmant qu'elles l'aidaient à apaiser l'esprit d'une petite fille noyée. Les poupées, abandonnées aux intempéries sang, se sont dégradées, leurs visages fendus, leurs yeux vitreux toujours ouverts. Aujourd'hui, l'halle aux poupées est devenu un lieu de fascination et de malaise. Ceux qui s'y aventurent disent sentir des regards sur eux, comme si les jouets brisés observaient encore. Les yeux ouverts, incapables de se fermer, semblent témoigner d'une douleur suspendue dans le temps. Mais il existe des poupées encore plus énigmatiques. Dans certaines collections européennes, on conserve des poupées de cire fabriquées au XIXe siècle. Elles étaient si réalistes qu'elles dérangeaient déjà leurs contemporains. Certaines servaient à des rituels de guérison ou à des pratiques magiques, d'autres simplement à jouer. Pourtant, plusieurs exemplaires présentent un détail troublant. Leurs yeux, faits de verre soufflé, semblent suivre le visiteur. Peu importe l'angle, le regard accompagne celui qui observe. Les artisans de l'époque savaient créer cet effet optique, certes, mais l'étrangeté naît de leur persistance. Ses yeux ne se ferment pas, même lorsque la poupée est couchée. Elle semble condamnée à une veille éternelle. En Russie, des fouilles archéologiques ont mis au jour des poupées de bois vieilles de plusieurs siècles. Elles étaient utilisées dans des cérémonies païennes liées à la fertilité ou à la protection des foyers. Ce qui intrigue, c'est que leurs visages étaient peints avec une précision troublante et que leurs yeux étaient soulignés de pigments sombres.
Ces poupées, retrouvées au fond de puits ou près d'hôtels domestiques, semblent avoir été placées là pour observer, pour garder un regard sur ceux qui vivaient autour. Les yeux ne clignaient pas, ne se fermaient pas, mais ils étaient censés protéger ou surveiller. Le rôle exact de ces objets reste incertain, mais leur regard fixe résonne étrangement avec celui de nos poupées poudrettes modernes. Ce qui fascine et inquiète dans ces objets, c'est leur ambiguïté. Les poupées les sont à la fois familières et étrangères. Elles imitent l'humain, mais restent inertes. Elles rappellent un visage vivant, mais figé. Cette ressemblance imparfaite engendre un malaise profond, ce que les psychologues appellent la vallée de l'étrange. Plus un objet ressemble à un être humain sans l'être totalement, plus il trouble celui qui le regarde. Les poupées anciennes, avec leurs yeux qui ne se ferment jamais, incarnent parfaitement ce malaise. Certaines poupées retrouvées dans les archives d'anciennes familles européennes sont accompagnées de récits des singuliers. On raconte que des enfants refusaient de dormir dans la même chambre qu'elles, affirmant que leurs yeux bougeaient alors la nuit. D'autres témoignages parlent de poupées, retrouvées se déplacer le matin, alors qu'aucune main n'aurait dû les toucher. Ces récits relèvent peut-être de l'imagination enfantine, mais ils persistent au fil des générations, comme si ces objets inertes s'étaient chargés des peurs, des rêves et des souvenirs de ceux qui les ont possédés. Dans les musées, les conservateurs constatent parfois des phénomènes étranges. Des photographies prises de certaines poupées révèlent des reflets inhabituels dans leurs yeux de verre, comme des silhouettes fugitives. D'autres affirment que les conditions de conservation perturbent parfois les visiteurs, qui ont l'impression d'être observés. Rien de surnaturel n'est prouvé, mais le malaise demeure, car le simple fait qu'un objet aussi familier que la poupée puisse provoquer cette angoisse montre combien ces yeux ouverts sont troublants. Peut-être faut-il comprendre ces poupées comme des miroirs. Elles ne ferment jamais les yeux parce qu'elles ne dorment pas. Elles restent ouvertes sur nos propres inquiétudes, elles reflètent notre peur de l'inanimé qui paraît vivant, notre angoisse devant ce qui nous ressemble trop sans être nous. Elles sont les gardiennes d'une mémoire obscure, celle de l'enfance perdue et des rituels anciens. Dans leur silence, elles nous rappellent que même les jouets peuvent devenir des énigmes, et certaines vont plus loin encore. Des chercheurs ont étudié des poupées retrouvées dans des temples anciens, parfois enterrées volontairement. Elles n'étaient pas destinées au jeu, mais à l'offrande. Leurs yeux grands ouverts, fixés pour toujours, semblaient enfin destinés à voir au-delà du monde des vivants. Elles accompagneront peut-être les morts ou servaient de relais entre les hommes et les esprits. Dans ces contextes, le fait qu'elles ne puissent jamais fermer les yeux prenait une dimension sacrée. Elles étaient les témoins perpétuels, les guetteuses qui ne dorment pas. Ainsi qu'elles soient jouets, objets rituels ou offrandes, ces poupées qui ne ferment jamais les yeux gardent en elles un mystère persistant. Leur regard, figé mais pénétrant, nous met face à quelque chose d'invisible. Elles ne parlent pas, mais leur silence est lourd. Elles observent, patientes, comme si elles attendaient que quelqu'un reconnaisse enfin ce qu'elles ont à dire. Et dans ce regard immobile, une transition se dessine vers un autre mystère. Car après les yeux des poupées, ce sont d'autres instruments silencieux qui défient la logique, des horloges qui semblent mesurer un temps que nous ne comprenons pas. Il existe des objets qui semblent se jouer du temps, des instruments censés mesurer les heures, les jours, les cycles, mais dont le fonctionnement échappe à toute logique mécanique connue. Parmi les découvertes archéologiques les plus troublantes, certaines horloges ou dispositifs de mesure du temps défient encore les explications rationnelles. Elles reposent intactes ou fragmentées dans les réserves des musées ou dans les pages de rapports oubliés, comme si elles appartenaient à une science disparue, dont nous ne possédons plus ni les outils ni les clés. La mesure du temps a toujours été une obsession humaine. Bien avant les montres, les civilisations antiques avaient déjà conçu des moyens ingénieux pour dompter l'écoulement des heures. Cadrans solaires, clepsydres à eau, sabliers de sable. Mais dans certaines fouilles, on retrouve des objets qui ne se rattachent à aucune de ces catégories, comme s'ils avaient été conçus selon des principes que nous ne connaissons pas. Ces objets, parfois appelés « horloges impossibles », ne portent pas de mécanisme évident. Pourtant, ils semblent conçus pour une fonction liée au temps. L'un des exemples les plus célèbres est le mécanisme d'Anticythère, retrouvé au début du XXe siècle dans une épave grecque au large des côtes. Cet assemblage de roues dentées, daté du IIe siècle avant notre ère, est souvent qualifié de première machine analogique. Il permettait de prédire les éclipses et les mouvements célestes avec une précision surprenante. Mais ce qui trouble, c'est son isolement.
Aucun autre objet de ce type n'a jamais été retrouvé dans la Méditerranée antique, comme si un savoir d'une extrême sophistication était apparu soudain, puis avait disparu sans héritage direct. Le mécanisme d'Anticythère n'est pas une horloge au sens strict, mais il mesure le temps cosmique, celui des astres et des cycles. Sa complexité fait encore vaciller notre compréhension de l'histoire des techniques, mais il y a d'autres artefacts moins connus. En Mésopotamie, des tablettes décrivent des instruments de bronze servant à mesurer le passage du jour. Pourtant, les rares fragments retrouvés ne ressemblent pas au cadran solaire traditionnel. Certains présentent des rainures et des cavités alignées de manière complexe, comme si l'objet servait à mesurer non pas seulement l'ombre, mais aussi la résonance sonore ou la vibration de l'eau. Ces dispositifs, incomplets, restent muets. Les spécialistes hésitent entre instruments astronomiques, horloges à eau perfectionnée ou simples objets rituels. Mais aucune certitude ne vient. En Chine, des chroniques anciennes mentionnent l'existence de sphères armillaires vivantes, des globes capables de se mouvoir d'eux-mêmes pour indiquer la position des étoiles et des saisons. Des fragments métalliques retrouvés dans des tombes impériales rappellent ces descriptions. Certains présentent des systèmes de pivots et de gorges qui pourraient avoir permis un mouvement automatique, sans que l'on comprenne comment l'énergie était fournie. Était-ce un simple dispositif mécanique ou bien un objet plus complexe, utilisant une technologie disparue ? Plus mystérieuses encore sont certaines découvertes en Europe médiévale. Dans des monastères, des chroniques parlent d'horloges sans poids ni balancier, capables de marquer les heures de manière régulière, sans recours à un mécanisme visible. Les descriptions sont vagues, mais certaines miniatures montrent de petites boîtes circulaires avec une aiguille unique. Aucun exemplaire n'a survécu, ou du moins aucun n'a été identifié. Si elles ont existé, elles auraient en précédé de plusieurs siècles l'invention officielle des montres mécaniques portatives. Là encore, il semble que des fragments de savoir apparaissent, brillent un instant, puis disparaissent. L'une des trouvailles les plus troublantes demeure une horloge découverte au XIXe siècle en Turquie. Elle se présentait comme une petite boîte de cuivre gravée de motifs floraux. À l'ouverture, aucun mécanisme n'était visible, seulement une surface lisse ornée de symboles géométriques. Pourtant, selon les récits Guangxi de son découvreur, l'objet semblait émettre un léger bourdonnement, et une aiguille à la surface tournait imperceptiblement, indiquant les heures. L'objet disparut rapidement, vendu à un collectionneur privé, et son existence ne subsiste que dans des rapports d'époque. Était-ce un artefact authentique ou une invention ? Nul ne peut le dire. Mais l'idée d'une horloge fonctionnant sans mécanisme connu persiste comme un écho inquiétant. Certains chercheurs avancent une hypothèse audacieuse. Et si ces horloges impossibles ne mesuraient pas le temps tel que nous le concevons, mais un autre rythme, une autre cadence, le temps des marées, le temps des saisons invisibles, ou même un temps psychique, intérieur. Dans de nombreuses cultures, le temps n'est pas linéaire mais cyclique, lié aux astres, aux récoltes, aux rituels. Peut-être ces objets servaient-ils à capter des rythmes que nous ne savons plus percevoir. Leur mécanisme silencieux ne serait pas fait pour compter les secondes, mais pour marquer des transitions invisibles entre deux états, entre deux mondes. Dans les Andes, des pierres circulaires gravées de sillons concentriques ont parfois été interprétées comme des calendriers. Mais certains détails suggèrent une fonction plus précise, presque mécanique. Des sillons minuscules, impossibles à tracer sans instruments de haute précision, marquent des intervalles réguliers. Des archéologues ont émis l'hypothèse qu'on y plaçait de l'eau ou du sable, qui circulait selon un rythme particulier, créant une horloge naturelle. Mais si tel est le cas, pourquoi aucune trace de leur usage n'a survécu dans les traditions ? Peut-être étaient-elles réservées à une élite, gardienne d'un temps secret que le peuple n'avait pas à connaître ? Les horloges sans mécanisme connu ne sont pas seulement des curiosités techniques. Elles posent une question vertigineuse, et si le temps lui-même pouvait être mesuré autrement ? Nous avons enfermé les heures dans des cadrans, des chiffres, des aiguilles, mais ces objets anciens laissent entrevoir un rapport différent, presque organique, un temps qui ne serait pas découpé, mais respiré. Un temps mesuré par la lumière, par le son, par la vibration d'un matériau. Ces horloges perdues nous rappellent que nous n'avons pas toujours pensé le temps comme une ligne, mais parfois comme un cercle, un souffle, une énigme. Ce qui dérange le plus, c'est que ces artefacts semblent surgir isolés, comme des éclats d'une science oubliée. Le mécanisme d'Anticythère, la colonne sans rouille de Delhi, l'horloge turque disparue,
Tous ces objets donnent l'impression que l'histoire technique de l'humanité n'est pas linéaire, mais traversée de fulgurances qui se sont éteintes trop vite, comme si certaines connaissances avaient été effleurées, puis perdues. Les horloges impossibles ne se contentent pas de mesurer le temps. Elles mesurent aussi notre ignorance. Elles rappellent que nous ne savons pas tout, que des pans entiers du savoir humain se sont effacés. Elles troublent parce qu'elles montrent que même dans la matière, le temps peut garder ses secrets. Et leurs aiguilles invisibles, leurs engrenages absents, continuent ceux de tourner dans notre imaginaire. Dans ce silence où l'on croit entendre le battement d'une heure oubliée, une autre énigme s'impose, sculptée cette fois dans une matière translucide, les crânes de cristal, dont la lumière intérieure semble défier toute explication. Il existe des objets qui semblent respirer une étrangeté silencieuse, des sculptures de translucides façonnées dans une matière pure qui reflètent dans la lumière comme si elles la portaient en elles. Parmi ces énigmes, les crânes de cristal occupent une place à part. Découverts au cours des 19e et 20e siècles, souvent dans des conditions obscures, ils n'ont cessé d'intriguer chercheurs, collectionneurs et rêveurs. Leur surface polie reflète nos visages, mais leur transparence laisse deviner un monde intérieur. Et toujours, une question persiste. Qui les a fabriqués et dans quel but ? Le premier récit connu remonte au 19e siècle. Un explorateur britannique aurait rapporté d'Amérique centrale un crâne de cristal d'une finesse troublante, affirmant qu'il provenait des ruines mayas. L'objet mesurait la taille réelle d'une tête humaine, parfaitement proportionnée, polie au point de devenir presque invisible sous certains angles. Dès sa découverte, il suscita fascination et suspicion. Les techniques nécessaires pour obtenir une telle précision dépassaient largement ce que l'on attribuait aux peuples anciens. Pourtant, l'archéologue jurait de son authenticité. D'autres crânes apparurent ensuite, au Mexique, au Guatemala, parfois au détour d'antiquaires, parfois au cours de fouilles. Le plus célèbre, celui dit de Mitchell Hedges, aurait été découvert en 1924 dans les ruines de Luba-Antun, au Belize. Sa particularité réside dans sa mandibule détachable, ajustée avec une précision telle qu'aucun outil moderne ne parvient à reproduire le même ajustement sans trace. L'objet, d'une pureté quasi absolue, semble défier le temps. Depuis, il a voyagé de musée en collection privée, enveloppé de rumeurs. Certains disent qu'il provoque des rêves étranges, d'autres qu'il émet une lueur intérieure dans l'obscurité. Les analyses scientifiques apportent des réponses, mais pas toutes. On sait que ces crânes sont sculptés dans du quartz, un minéral extrêmement dur. Or, le quartz ne se travaille pas facilement. Il faut des outils diamantés, des techniques de polissage longues et délicates. Selon certains experts, les crânes découverts auraient nécessité des centaines, voire des milliers d'heures de travail. Mais là où le mystère s'épaissit, c'est que beaucoup de ces pièces ne portent aucune trace d'outils modernes. Aucun sillon, aucune rayure laissée par une roue de découpe. Leur surface est lisse, presque surnaturelle. Les techniques connues des civilisations précolombiennes ne suffisent pas à expliquer une telle perfection. Certains chercheurs avancent que ces crânes auraient pu être polis par abrasion, au sable et à l'eau, sur plusieurs générations. Mais cette hypothèse paraît invraisemblable. Le temps nécessaire excéderait la durée de vie d'un artisan, et il faudrait une patience presque inhumaine. Pourtant, l'alternative, qu'ils aient été réalisés avec des outils inconnus ou anachroniques, demeure difficile à admettre. Ainsi, le doute persiste. Au-delà de leur fabrication, c'est leur fonction qui intrigue. Les civilisations mésoaméricaines, mayas et aztèques, accordaient ensemble une grande importance aux crânes dans leurs rituels. Les ossements, et en particulier la tête, étaient considérés comme le siège de l'âme et de la mémoire. Des représentations de crânes apparaissent dans leurs temples, leurs fresques, leurs sacrifices. Mais aucun texte ancien ne mentionne l'existence de sculptures en cristal. Si elles avaient eu une valeur sacrée centrale, pourquoi aucun codex, aucune chronique n'en parle ? Faut-il y voir des créations postérieures, ou bien des objets réservés à une élite secrète, à l'abri des regards communs ? De nombreux témoignages attribuent aux crânes de cristal des propriétés étranges. Certains disent avoir ressenti des vibrations en les touchant, comme un courant subtil parcourant la main. D'autres rapportent des visions, des rêves intenses, des sons résonnant dans leur esprit. Bien que ces récits relèvent souvent du subjectif, ils reviennent avec une insistance troublante. Les crânes semblent agir comme des catalyseurs, des miroirs intérieurs qui renvoient à chacun ses propres profondeurs. Des traditions ésotériques affirment que les crânes de cristal seraient des bibliothèques vivantes, capables de stocker des informations dans la structure même du quartz.
Le cristal, en effet, est utilisé aujourd'hui dans nos technologies modernes. Montres, radios, ordinateurs, tous exploitent ses propriétés de résonance et de mémoire. Si nos sciences actuelles savent tirer du quartz des fonctions de stockage et de transmission, pourquoi ne pas imaginer que d'autres avant nous avaient pressenti ces capacités ? Les crânes deviendraient alors des archives, non pas de mots, mais de fréquences, de savoirs inscrits dans la vibration de la matière. Cette hypothèse rejoint une légende persistante, celle des 13 crânes de cristal. Selon certains récits, il existerait 13 crânes disséminés à travers le monde. Lorsqu'ils seront réunis, ils révéleront un message ou un savoir oublié, peut-être une vérité sur les origines de l'humanité. Cette légende est souvent attribuée aux traditions mayas, bien qu'aucune source ancienne ne la confirme. Elle circule surtout dans les milieux ésotériques du XXe siècle, mais son pouvoir de fascination demeure. 13 crânes, 13 visages translucides alignés, comme une assemblée silencieuse attendant son heure. Les sceptiques, eux, rappellent que certains crânes étudiés semblent avoir été fabriqués au XIXe siècle, à une époque où l'Europe nourrissait une véritable passion pour l'exotisme et les objets anciens. Des artisans auraient pu les produire pour satisfaire la demande des collectionneurs. Des traces d'outils modernes ont effectivement été relevées sur certains exemplaires, mais pas sur tous, c'est ce qui entretient l'ambiguïté. Au milieu des faux, il pourrait bien y avoir des originaux issus d'un savoir oublié. Qu'ils soient authentiques ou non, les crânes de cristal continuent de troubler. Leur simple présence évoque quelque chose de plus grand. Le visage humain sculpté dans une matière transparente devient un symbole universel. On y lit à la fois la fragilité et l'éternité, la mort et la lumière. Ces objets nous confrontent à nous-mêmes, à notre propre reflet et à la question de ce qui demeure lorsque la chair disparaît. Dans certains musées, ils sont placés dans des vitrines isolées. Le visiteur s'approche, observe les détails, se laisse happer par la transparence. Très vite, il a l'impression que le crâne le regarde en retour. Ce regard vide, mais rempli de lumière, crée une impression de présence, comme si l'objet n'était pas seulement un artefact, mais un témoin. Et ce témoin ne parle pas avec des mots, il parle par son silence, par la clarté étrange qui émane de sa matière. Il existe des récits de chamans et de médiums affirmant que les crânes de cristal peuvent être utilisés comme support de vision. En fixant leur lumière intérieure, certains disent percevoir des images, des scènes d'autres temps, des voix venues d'ailleurs. Qu'il s'agisse d'autosuggestion ou d'une réelle interaction avec le quartz, le phénomène continue d'attiser la curiosité. Car le cristal en tant que matière n'est pas neutre. Il filtre, il diffracte, il transforme la lumière. Et dans cette transformation, il est facile d'imaginer qu'autre chose se manifeste. Ce qui fascine peut-être le plus dans ces crânes, c'est qu'ils semblent défier les catégories. Ni totalement archéologiques, ni totalement modernes, ni simples objets d'art, ni purs artefacts rituels, ils flottent dans une zone grise. Leur authenticité est disputée, mais leur pouvoir de fascination est indéniable. Ils incarnent l'ambiguïté même du mystère, trop parfait pour être ancien, trop énigmatique pour être récent. Ainsi, les crânes de cristal continuent de nourrir un trouble particulier. Leur lumière intérieure n'est peut-être que celle de la matière, mais elle se mêle à la nôtre, à nos propres projections, à nos propres rêves. Ils reflètent l'inquiétude de l'humanité face à son passé et à son avenir. Des visages figés, translucides, qui semblent attendre qu'on les interroge encore. Et après ces sculptures de lumière, un autre mystère nous attend, non plus figé mais vibrant. Les instruments de musique anciens qui refusent obstinément de rester silencieux. Il existe des objets qui semblent sans en retenir une vibration ancienne, comme si le son qu'ils avaient en produit autrefois n'avait jamais cessé de résonner. Parmi eux, certains instruments de musique paraissent en porteurs d'une mémoire insondable. Découverts dans des tombes, des temples ou transmis de génération en génération, ils troublent par leur état, par leur voix persistante, par la sensation étrange qu'ils ne veulent pas rester muets. Ces instruments, pourtant inertes, semblent attendre qu'une main les effleure pour libérer un souffle oublié. Et parfois, même sans être touchés, ils paraissent pour ne parler d'eux-mêmes. Depuis les origines, la musique accompagne les rituels, les guerres, les fêtes et les deuils. Les premières flûtes, taillées dans des os d'oiseaux il y a plus de 30 000 ans, montrent déjà ce désir de transformer le souffle en chant. Mais certaines découvertes dépassent la simple curiosité archéologique. Elles portent en elles une étrangeté presque surnaturelle, des sons qui ne devraient pas encore être possibles, des accords qui résonnent comme si l'instrument refusait d'appartenir au passé. L'un des exemples les plus troublants provient de Chine.
Dans les tombes royales de la dynastie Zhou, on a retrouvé des carillons de bronze, parfaitement accordés malgré plus de 2 millénaires passés sous terre. Ces cloches, suspendues à de grandes structures de bois, pouvaient en produire plusieurs notes selon la manière dont on les frappait. Lorsque les archéologues les ont fait résonner pour la première fois, un son clair, puissant, s'est élevé. Aucun désaccord, aucune altération. C'était comme si l'air de la tombe avait conservé le souvenir exact du ton. Certains chercheurs parlent d'un miracle métallurgique, d'autres d'une maîtrise technologique qui dépasse ce que l'on imaginait. Mais pour ceux qui étaient là présents, l'impression fut autre, celle d'entendre un son venu d'un monde qui refusait d'être oublié. En Égypte, on a retrouvé des sistres, instruments de culte dédiés à la déesse Hathor. Leurs tiges de métal et leurs disques résonnaient en retard d'un cliquetis sacré. Certains de ces objets, vieux de plusieurs millénaires, vibrent encore lorsqu'on les manipule, comme si le métal avait gardé une énergie intérieure. Les prêtres de l'Antiquité disaient que ces sons repoussaient les forces du chaos, protégeant les vivants et les morts. Aujourd'hui, il suffit de les entendre pour ressentir une étrangeté sourde, comme si le son traversait non seulement l'air, mais aussi la mémoire. Mais certains instruments vont au-delà de la matière. Au Mexique, des fouilles ont mis au jour des flûtes d'argile façonnées par les Aztèques. Leur forme rappelle des têtes humaines ou animales, et leur son est d'une intensité terrifiante. Lorsqu'un chercheur moderne en souffla une pour la première fois, ce qui sortit ne ressemblait pas à une mélodie, mais à un cri. Un hurlement rauque, presque humain, emplit l'air. Ces instruments, seulement surnommés flûtes de la mort, étaient peut-être utilisés pour effrayer l'ennemi ou accompagner des rituels funéraires. Ce qui trouble, c'est que malgré leur fragilité, malgré le temps écoulé, elles sonnent encore. Elles refusant le silence, comme si la terreur dont elles étaient avant porteuses n'avait jamais cessé. Dans certaines traditions africaines, des tambours sacrés sont conservés depuis des siècles. Leur peau tannée, tendue sur des fûts de bois, résonne toujours avec une intensité particulière. Les peuples disent que ces tambours ne sont pas de simples instruments, mais des voix d'ancêtres. Ils ne doivent pas être joués par n'importe qui, car leurs rythmes peuvent invoquer ou troubler des forces invisibles. Certains tambours anciens, même lorsqu'ils sont fissurés, produisent des sons inattendus, comme si le bois lui-même avait absorbé la mémoire des cérémonies passées. On raconte que parfois, la nuit, ils vibrent légèrement, comme animés par un souffle que personne n'a donné. En Europe médiévale, des chroniques mentionnent des orgues installés dans des cathédrales, dont certaines parties continuaient à résonner seules, même après l'arrêt du soufflet. Le vent qui s'engouffrait dans les ruines suffisait à produire des notes étranges, persistantes. Les villageois disaient que c'était que les anges ou les morts qui jouaient encore. Ces récits ne sont pas toujours vérifiables, mais ils traduisent une fascination persistante, la musique comme trace immortelle, refusant de disparaître. Il existe aussi des instruments liés aux mythes. Dans la Grèce antique, on racontait que la lyre d'Orphée continuait de chanter après sa mort, que ses cordes vibraient toutes seules au vent. Ces récits pourraient n'être que des métaphores, mais ils rejoignent une intuition universelle. Certains instruments portent en eux une vie propre, indépendante de ceux qui les jouent. Dans les musées modernes, cette impression demeure. Des visiteurs affirment avoir entendu de légers sons près de vitrines contenant des instruments anciens. Un froissement, un souffle, un murmure. Rien qui puisse être enregistré avec certitude, mais suffisamment pour créer le malaise. Les conservateurs, eux, expliqueront ces phénomènes par des vibrations, par l'air, par le hasard. Mais ceux qui en ont fait l'expérience décrivent autre chose, la sensation que l'instrument lui-même ne voulait pas se taire. L'étrangeté ne vient pas seulement du son, mais aussi du silence qu'il défie. Un instrument ancien est censé être fragile, brisé, inerte. Pourtant, certains semblent inépuisables. Le bois, le métal, l'argile ont conservé une mémoire sonore, comme si la matière refusait d'oublier. Ces instruments deviennent alors des témoins. Ils rappellent des musiques que nous ne connaissons plus, des rituels disparus, des mondes engloutis. Il est possible que cette persistance vienne de la résonance particulière de leurs matériaux. Le quartz, le bronze, certaines essences de bois possèdent des propriétés acoustiques étonnantes. Ils emmagasinent, ils amplifient, ils vibrent longtemps. Mais ce n'est pas seulement de science qu'il s'agit, c'est aussi de perception. Lorsque l'on écoute un instrument ancien, on n'entend pas seulement un son, on entend l'écho d'un temps passé, d'une mémoire étrangère. Ces instruments qui refusent le silence dérangent, car ils brouillent la frontière entre l'inerte et le vivant. Ils semblent avoir une volonté propre, comme s'ils réclamaient d'être entendus encore.
Ils sont les gardiens d'une vibration, et cette vibration continue de traverser les siècles. Peut-être est-ce cela, leur véritable mystère. Ils ne sont pas seulement faits pour produire du son, mais pour rappeler que tout son, une fois né, ne disparaît jamais complètement. Il flotte encore quelque part, prêt à résonner à nouveau. Ces instruments en seraient les réceptacles, les échos immortels. Et dans cette idée qu'un objet peut contenir la mémoire d'un monde sonore disparu, se dessine une autre énigme, gravée non plus dans le bois ou le bronze, mais dans le papier fragile, des cartes anciennes qui semblent montrer des terres avant même qu'elles ne soient venant à découverte. Il y a des documents qui bouleversent la perception du temps, des cartes anciennes, tracées à la main, qui montrent des territoires que leurs auteurs n'auraient pas pu connaître. Elles suggèrent une mémoire plus vaste que celle de nos livres, un savoir venu d'ailleurs ou préservé à travers des traditions que nous avons oubliées. Ces cartes ne se contentent pas de représenter le monde, elles semblent le précéder. Elles nous regardent à travers leurs traits hésitants, comme si elles savaient des choses que nous découvrons seulement aujourd'hui. La plus célèbre est sans doute la carte de Piri Reis, réalisée en 1513 par un amiral ottoman. Ce parchemin, conservé à Istanbul, ne représente qu'une partie du monde, mais une partie troublante. Les côtes d'Amérique du Sud y sont dessinées avec une précision étonnante, alors même que la région n'avait été que partiellement explorée par les Européens à cette époque. Plus étrange encore, la carte semble montrer les contours de l'Antarctique, mais sans glace, comme si l'auteur avait eu accès à une vision du continent tel qu'il était il y a plusieurs milliers d'années. Les glaciologues modernes affirment que les rivages visibles sous la banquise correspondent en effet au relief du continent gelé. Comment un marin du XVIe siècle aurait-il pu en connaître l'existence ? Piri Reis lui-même expliquait qu'il avait compilé sa carte à partir de documents plus anciens, hérités d'Alexandre le Grand, de marins arabes, de géographes antiques, mais aucun de ces documents ne survit aujourd'hui. On ne sait pas quelle source il a réellement utilisée, ni si elle provenait d'une tradition oubliée. La carte d'Istanbul demeure donc un témoin muet. Elle existe indéniablement, mais son origine est enveloppée d'ombre. D'autres exemples renforcent ce mystère. La carte d'Oronsfine, géographe français du XVIe siècle, montre elle aussi un Antarctique libre de glace, avec des détails surprenants sur les reliefs intérieurs. La carte de Bouaché, au XVIIIe siècle, divise l'Antarctique en plusieurs îles distinctes, séparées par des mers intérieures, hypothèse que les relevés modernes sous-glaciaires ont confirmé bien plus tard. Comment expliquer que des cartographes d'avant l'ère moderne aient dessiné des réalités invisibles pour eux ? Certains avancent qu'il s'agit de coïncidences, d'imagination géographique, mais la précision trouble, trop nette pour n'être que hasard. Dans le Pacifique, des cartes anciennes montrent des archipels entiers qui n'existent plus, engloutis ou disparus. Des îles dessinées au XVIIe siècle ne figurent plus aujourd'hui que comme des zones de mer vides. Étaient-ce des erreurs de navigation ou bien la mémoire de terres effondrées ? Les traditions polynésiennes parlent souvent d'îles perdues, de continents engloutis. Ces cartes en se répandent, c'est peut-être les dernières traces graphiques. La cartographie médiévale recèle aussi ces étrangetés. Certains portulans, ces cartes marines précises, indiquent des détails de côtes et de courants maritimes que les navigateurs n'auraient pas pu mesurer sans instruments modernes. Comment expliquer un tel degré de précision alors que la longitude, par exemple, ne pouvait être calculée qu'au XVIIIe siècle ? Les hypothèses oscillent entre l'intuition des marins, des relevés empiriques accumulés sur des siècles, ou bien l'existence de sources encore plus anciennes, perdues depuis. Mais ce qui trouble davantage, ce sont les cartes qui semblent représenter un monde antérieur au nôtre. Certaines traditions parlent de civilisations disparues, d'âge d'or engloutis, Atlantide, Mu, Hyperborée, noms qui résonnent comme des échos d'un passé que l'histoire officielle rejette. Pourtant, certaines cartes anciennes montrent des terres au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, des continents dessinés puis effacés, comme si les cartographes eux-mêmes hésitaient entre mémoire et invention. La possibilité que ces cartes soient les vestiges d'un savoir préservé hante les chercheurs. Peut-être que certaines civilisations avant nous avaient exploré plus loin que nous l'imaginons. Peut-être qu'elles avaient cartographié des terres que nous avons redécouvertes bien plus tard. Le fait que ces cartes soient parvenues jusqu'à nous, fragmentaires, suggère que ce savoir a circulé, transmis en secret, recopié sans toujours être compris. Les cartographes anciens n'ont pas toujours su ce qu'ils dessinaient. Ils se sont contentés de recopier des lignes plus vieilles que leur propre royaume. Les cartes impossibles ne fascinent pas seulement pour ce qu'elles montrent, mais aussi pour ce qu'elles dissimulent.
Leurs contours hésitants, leurs rivages approximatifs, leurs légendes énigmatiques rappellent et dédain que la représentation du monde est toujours un mélange de savoir et de croyances. Mais ici, les croyances qu'ont Dieu semblent avoir devancé la science. Elles nous placent en face à une énigme. Comment des hommes, sans satellite ni relevé aérien, ont-ils pu dessiner des terres invisibles ? Certains chercheurs voient dans ces cartes la preuve de contacts anciens entre civilisations lointaines. Des marins phéniciens ou égyptiens auraient peut-être franchi des océans, rapportant des connaissances transmises jusqu'au temps moderne. D'autres y voient l'ombre d'une civilisation disparue dont le savoir aurait survécu par fragments. Mais aucune preuve définitive ne vient sceller ces hypothèses. Seuls demeurent les parchemins, les traits d'encre, les rivages dessinés comme des fantômes. Ces cartes exercent une fascination particulière parce qu'elles renvoient à une question essentielle. Depuis quand savons-nous vraiment où nous vivons ? Le monde ne s'est pas révélé d'un seul coup, mais par éclats, par approximation. Pourtant, certains de ces éclats semblent trop en avance, comme des éclairs venus d'un autre âge. La carte de Piri Reis, notamment, continue de hanter les chercheurs. Ses codes précises, ses détails troublants, son inscription dans un contexte historique qui ne devrait pas les permettre. Tout cela fait d'elle une énigme suspendue entre science et mythe. Dans les salles feutrées, où ces cartes sont conservées, les visiteurs ressentent un étrange vertige. Ils contemplent des lignes noircies par le temps, mais ces lignes tracent un monde qui ne correspond pas au leur. C'est comme si un autre globe, parallèle au nôtre, se dessinait sur ces parchemins. Un monde d'avant ou d'ailleurs, et ce monde continue de nous observer, silencieux, à travers les siècles. Les cartes impossibles sont des miroirs. Elles reflètent notre désir de connaître, mais aussi notre peur de découvrir ce qui nous échappe. Elles rappellent que le monde est plus vaste que nos certitudes, que les océans gardent leurs secrets, que la mémoire humaine n'est jamais complète. Elles nous invitent à imaginer des navigateurs oubliés, des civilisations englouties, des savoirs transmis comme des ombres. Et dans cet espace de doute, elles ouvrent la voie vers d'autres mystères encore plus troublants. Car après les cartes du monde avant le monde, ce sont des statues d'un figé, sculptées dans la pierre qui semblent sans respirer, comme si elles étaient ensemble vivantes. Dans la pénombre des musées, derrière les vitres des sanctuaires antiques ou au cœur des temples encore actifs, certaines statues éveillent une impression troublante. Elles ne se contentent pas de représenter une divinité ou un héros oublié. Elles semblent dotées d'un souffle. Le spectateur, immobile devant elles, jurerait parfois voir leur poitrine se soulever, leur regard changer imperceptiblement, comme si la pierre refusait l'inertie. Ces statues, façonnées il y a des siècles ou des millénaires, suscitent depuis toujours le même malaise. Sont-elles vraiment muettes ou portent-elles en elles une vie qui défie notre compréhension ? Les Grecs anciens connaissaient fort bien ce vertige. Pline l'Ancien rapporte dans ses écrits que certaines statues des temples paraissaient bon s'animer. On disait que les dieux acceptaient de prendre place dans ces effigies, d'y descendre un instant pour entendre les prières des mortels. Les statues n'étaient pas de simples objets, elles étaient des réceptacles. Dans certains sanctuaires, les fidèles affirmaient voir les lèvres de pierre s'entr'ouvrir, les yeux s'éclairer à la lueur des torches. Ces récits, consignés par les auteurs antiques, rappellent que le passage du sacré au vivant n'était pas toujours symbolique. Pour beaucoup, les statues respiraient réellement. En Égypte, les colosses de même nom, deux statues monumentales dressées près de Luxor, ont nourri une légende semblable. Chaque matin, au lever du soleil, l'une d'elles émettait un son étrange, semblable à un soupir ou à une note musicale. Les voyageurs grecs et romains qui visitaient le site en étaient frappés. On croyait que la statue saluait l'aube, qu'elle respirait en harmonie avec le ciel. Les savants modernes expliquent ce phénomène par la dilatation de la pierre chauffée par le soleil, produisant des vibrations sonores. Mais cette explication, aussi rationnelle soit-elle, ne suffit pas à effacer l'impression qu'avaient en eue des générations entières, celle de se trouver face à une statue vivante qui accueillait la lumière comme un souffle. En Inde, certaines statues de divinités hindoues sont réputées exhaler une chaleur subtile, comme si elles étaient traversées d'une énergie interne. Les fidèles disent parfois percevoir un battement, comparable à celui d'un cœur. Dans les temples, le culte des murtis, les images sacrées, repose sur l'idée que la divinité habite réellement la statue pendant les rituels. La pierre, le métal ou le bois deviennent chair divine, et l'objet cesse d'être un simple symbole. Les statues respirent parce qu'elles sont habitées, au moins pour un temps.
Dans le monde chrétien, de nombreux récits médiévaux racontent des statues de la Vierge ou du Christ qui pleuraient, souriaient ou changeaient d'expression. Des chroniqueurs affirment avoir vu des statues se tourner la tête ou lever les yeux au ciel. Beaucoup de ces récits furent interprétés comme des miracles, des signes adressés aux fidèles. Les statues semblaient vivantes, et ce souffle perçu dans la pierre était lu comme la manifestation d'une présence surnaturelle. Mais au-delà des croyances religieuses, certaines statues modernes intriguent encore par leur réalisme. Les sculptures en cire, en marbre poli, en bronze patiné semblent dépasser la frontière de l'art. On raconte que dans certaines galeries, des visiteurs se sont sentis observés par des statues hyper réalistes. Ils jurent avoir vu une narine frémir, un doigt bouger, une poitrine se gonfler imperceptiblement. Même si ce n'est qu'une illusion, l'effet est saisissant. La lumière, l'ombre, l'angle de vision suffisent parfois à tromper l'œil. Pourtant, le malaise persiste. Et si dans ce silence, quelque chose veillait ? Des statues antiques présentent aussi des détails qui renforcent ce trouble. Dans les fouilles d'Océanie et d'Afrique, on retrouve des figures rituelles percées de conduits internes, comme si elles étaient conçues pour laisser passer l'air ou la fumée. Lorsqu'elles étaient utilisées dans les cérémonies, le souffle qui s'en échappait donnait l'impression que la statue respirait. Ces dispositifs techniques, associés au rituel, conféraient aux statues une vie apparente, un pouvoir d'effroi et de fascination. Les psychologues modernes parlent de la vallée de l'étrange, ce malaise ressenti devant un objet qui ressemble trop à un être vivant sans l'être entièrement. Les statues réalistes, par leurs proportions et leurs détails, activent ce vertige. Mais lorsque ce réalisme se double d'indices subtils, un son, un frémissement, une lumière, l'illusion devient presque insupportable. Le spectateur est pris dans une contradiction. Il sait que la pierre est inerte, mais son corps réagit comme s'il était face à un être vivant. Certaines traditions expliquent ce phénomène d'une autre manière. Elles affirment que la matière conserve la mémoire des gestes de celui qui l'a travaillée. Une statue ne serait pas seulement un bloc sculpté, mais un réceptacle imprégné de l'énergie de son créateur. Les mains qui ont poli la pierre, les regards qui l'ont contemplée, les prières qui l'ont entourée, tout cela resterait inscrit en elle. Ainsi, lorsque nous croyons voir une statue respirer, ce n'est pas une illusion, c'est le souvenir de cette vie qui se manifeste encore. Les statues qui semblent respirer nous rappellent que l'art a toujours flirté avec le mystère du vivant. L'homme a voulu créer des images de lui-même, des reflets de ses dieux, des doubles figés. Mais dans cette imitation, quelque chose s'échappe, un souffle qui dépasse l'intention. Ces statues troublantes sont les témoins de cette frontière fragile entre l'inerte et l'animé. Elles semblent dire que la vie n'appartient pas seulement à la chair, mais qu'elle peut hanter la pierre, le bronze, le bois. Dans les salles désertes où elles reposent, une atmosphère particulière s'installe. Le visiteur, seul face à une statue, retient son souffle, guette un signe. Un léger mouvement de lumière peut suffire pour donner l'impression que la statue cligne des yeux, qu'elle inspire. À cet instant, le silence devient dense, presque palpable, et chacun repart avec l'impression que quelque chose, dans cette statue, continue de vivre. Ces visages de pierre, ces corps figés mais vibrants, nous conduisent vers un autre mystère minéral. Car après les statues qui semblent respirer, viennent des bijoux façonnés dans des pierres inconnues, dont l'origine échappe à toute explication. Parmi les trésors retrouvés dans les tombes anciennes, ou au hasard des fouilles, certains bijoux défient encore la compréhension. Non pas par leur forme, qui peut sembler familière, mais par la matière dont ils sont faits. Des pierres polies avec soin, translucides ou opaques, qui ne ressemblent à aucun minéral connu. Leur couleur oscille entre l'irréel et l'impossible. Leurs reflets semblent changer selon la lumière, comme si la pierre vivait encore. Ces bijoux, portés par des femmes, des rois ou des prêtres, posent une question troublante. D'où provenaient ces gemmes et pourquoi aucune trace d'elles n'existe aujourd'hui ? Dans les civilisations antiques, chaque pierre portait un pouvoir symbolique. Le lapis-lazuli, venu d'Afghanistan, incarnait le ciel et la divinité, l'ambre conservait la chaleur des soleils disparus, le jade en Chine représentait l'équilibre de l'univers. Mais certains bijoux retrouvés ne correspondent à aucune classification minérale. Leur éclat, leur composition chimique même, semblent échapper au catalogue des géologues modernes. L'exemple le plus célèbre provient de Sumer. Des fouilles ont mis au jour des perles et des fragments de collier d'une pierre d'un bleu profond, mais différente du lapis lazuli. Sa structure cristalline ne correspond à rien de connu.
Les archéologues l'ont surnommée la pierre de Ur, faute de nom scientifique. Les analyses le montrent qu'elle contient des traces d'éléments rares, présents seulement dans certaines météorites. Était-ce un minéral extraterrestre ramassé après la chute d'un astre et poli en bijoux? Si tel est le cas, cela signifie que des peuples très anciens avaient déjà su identifier et travailler ces matériaux tombés du ciel. En Amérique du Sud, certaines tombes précolombiennes ont livré des pendentifs sculptés dans une pierre verte aux reflets crans mouvants, différentes du jade. Sa dureté et sa densité la rendent difficile à tailler, pourtant les artisans l'ont polie jusqu'à obtenir une transparence étrange. Lorsque la lumière la traverse, elle produit des irisations rappelant celles de l'opale, mais avec des nuances encore inconnues. Des géologues ont tenté de classer ce minéral, mais aucun échantillon équivalent n'existe dans les gisements actuels. Était-ce une pierre disparue, provenant de couches terrestres désormais inaccessibles? Ou bien un fragment unique, offert par des événements géologiques que nous ne comprenons pas? En Égypte, les bijoux retrouvés dans certaines tombes royales présentent eux aussi des mystères. Un scarabée en pendentif, découvert dans la tombe de Toutankhamon, est sculpté dans une pierre jaune translucide, d'une pureté exceptionnelle. On sait aujourd'hui qu'il s'agit de verre libyque, formé par l'impact d'une météorite dans le désert il y a des millions d'années. Mais ce qui trouble, c'est la manière dont les anciens Égyptiens ont pu trouver, tailler et polir ce matériau extrêmement rare. Ils n'avaient pas seulement un sens esthétique, mais aussi une connaissance profonde de la valeur symbolique de cette pierre, un éclat d'étoile figé dans le sable, devenu bijou sacré. En Europe, certaines découvertes archéologiques isolées ajoutent encore au mystère. Dans des tumulus celtiques, on a retrouvé des bracelets et des amulettes en pierre translucide d'une teinte violacée, qui ne correspondent ni à l'améthyste ni à aucune gemme recensée. Leur surface présente de minuscules inclusions métalliques, comme si elles avaient été formées dans des conditions extrêmes, à haute température et pression. Les Celtes y voyaient peut-être des talismans venus des dieux. Aujourd'hui encore, ces pierres restent intraduisibles pour les minéralogistes. Plus étrange encore est le cas de bijoux retrouvés en Asie centrale, dont les gemmes présentent des propriétés optiques inhabituelles. Certaines changent de couleur selon l'angle de la lumière, passant du vert au rouge, du bleu au doré. Ces effets rappellent certaines pierres modernes, comme l'alexandrite, mais avec une intensité plus forte, presque surnaturelle. Or, aucune mine d'alexandrite n'existait dans les régions où ces bijoux furent découverts. Les chercheurs se perdent en hypothèses, échanges lointains avec des peuples disparus, ou pierres issues des tchains de gisements que le temps a effacés. Les récits anciens eux-mêmes entretiennent le mystère. Dans certaines légendes grecques, on parle de gemmes qui brûlaient tournant sans feu, de pierres qui brillaient dans l'obscurité. Dans les textes indiens, des descriptions évoquent des joyaux capables d'éclairer une pièce entière par leur propre lueur. Les textes peuvent être poétiques, mais certains objets réels rappellent ces mythes. Des colliers retrouvés au Moyen-Orient contiennent des perles faites d'un matériau phosphorescent qui brille encore faiblement après avoir été exposé à la lumière. L'effet peut s'expliquer scientifiquement par certaines inclusions chimiques, mais l'impression reste magique. Des bijoux qui semblent détenir une lumière. Ce qui dérange, c'est l'idée que ces pierres aient pu disparaître totalement. Les gisements connus ne les contiennent pas, et aucune trace moderne ne les identifie. Comme si elles appartenaient à une géologie oubliée, à des phénomènes que la Terre ne produit plus. Les bijoux anciens deviennent alors les seuls témoins d'une minéralogie perdue. Ils sont les éclats d'un monde qui ne se fabrique plus, des fragments d'une nature disparue. Certains chercheurs osent une hypothèse plus radicale. Ces pierres inconnues seraient artificielles. Des civilisations anciennes auraient peut-être découvert comment créer des gemmes en laboratoire bien avant nous. Des mélanges de minéraux fondus et recristallisés auraient donné naissance à des matériaux impossibles à reproduire aujourd'hui. Les bijoux seraient alors des preuves discrètes d'une science perdue, d'un savoir qui s'est éteint avec ceux qui l'ont inventé. Mais il y a aussi l'hypothèse plus vertigineuse des origines célestes. Beaucoup de ces pierres présentent des signatures chimiques proches de celles des météorites. Peut-être sont-elles venues d'ailleurs, offertes par le ciel aux mains des anciens. Ces bijoux auraient alors été façonnés dans la matière des étoiles, portés comme des talismans de l'infini. Quoi qu'il en soit, ils gardent une aura particulière. Les musées les exposent, mais sans pouvoir les nommer. Dans les catalogues, ils apparaissent comme gemmes inconnues ou minéraux non identifiés. Le mystère persiste, gravé dans la lumière même de leur éclat. Ce qui fascine le plus dans ces bijoux,
ce n'est pas seulement leur beauté, mais la sensation qu'ils ne nous appartiennent pas tout à fait. Leur éclat semble venir d'ailleurs, d'un autre temps, d'un autre monde. Ils sont à la fois ornements et énigmes, reflets et secrets. En les regardant, on a l'impression de contempler une mémoire minérale qui nous dépasse. Des pierres qui portent en elles des histoires que personne ne sait encore lire. Et dans le silence de ces vitrines, où elles brillent encore, ces gemmes nous conduisent vers un mystère plus sombre. Car après les bijoux d'un éclat inconnu, viennent des livres anciens qui brûlent sans feu, laissant derrière eux une cendre qui ne s'explique pas. Il existe des récits gravés dans le papier qui ne devraient pas survivre au siècle. Fragiles, vulnérables, les manuscrits anciens disparaissent au moindre incendie, à la moindre inondation, parfois simplement sous le poids du temps. Pourtant, certains d'entre eux semblent porteurs d'une résistance troublante. Ils brûlent sans feu, ou plutôt, ils se consument d'eux-mêmes, comme si une énergie intérieure les rongeait. D'autres, à l'inverse, paraissent invulnérables aux flammes, refusant obstinément de se réduire en cendres. Dans les deux cas, ces livres échappent aux lois ordinaires de la matière, comme s'ils n'avaient jamais été destinés à appartenir au monde commun. Depuis le Moyen-Âge, des chroniques rapportent l'existence de manuscrits qui s'enflammèrent spontanément lorsqu'on les ouvrait. On disait qu'ils contenaient des savoirs interdits, des invocations dangereuses et que la matière même du livre se révoltait contre la lecture. Des moines copistes racontaient que des ouvrages reçus dans leur monastère se mettaient à fumer, à noircir puis à disparaître en un souffle incandescent sans laisser de braise. Officiellement, ces récits étaient attribués au diable ou à la colère divine. Mais derrière la légende demeure une étrangeté. Comment un livre pourrait-il brûler sans feu, visible ? Certains chercheurs modernes évoquent la possibilité de substances chimiques imprégnant le papier ou le parchemin. Des sels, des poudres alchimiques, des encres instables. Pourtant, les faits décrits dépassent ce qu'on connaît des combustions naturelles. La rapidité, l'absence de flamme, la cendre presque inexistante. Tout cela ressemble à une disparition plus qu'à une combustion. L'un des exemples les plus célèbres se rattache à la bibliothèque de Constantinople. Lorsque la ville tomba au XVe siècle, des témoins affirmèrent que plusieurs manuscrits anciens s'étaient déconsumés mystérieusement, sans que le feu des assaillants les touche. Ils s'éteignirent en eux-mêmes, comme si leur contenu ne devait pas survivre à la chute de l'Empire. Des chroniqueurs mentionnent des livres qui s'évaporèrent en fumée, laissant derrière eux une odeur métallique. Rien ne subsiste aujourd'hui de ces ouvrages, si ce n'est ces témoignages épars. Mais il existe aussi le phénomène inverse, des livres qui refusent obstinément de brûler. Lors d'incendies dans des bibliothèques ou des couvents, certains manuscrits en furent retrouvés intacts au milieu des cendres. Leur couverture noircie, certes, mais leurs pages parfaitement lisibles. Des témoins y virent un miracle. Pourtant, l'explication matérielle demeure floue. Pourquoi certains livres, faits de papier ou de parchemin comme les autres, résistent-ils aux flammes ? Était-ce lié à des procédés d'encre particuliers, à des traitements inconnus du cuir et des pigments ? Ou bien ces ouvrages contenaient-ils réellement quelque chose que le feu ne pouvait atteindre ? Un cas marquant provient de Prague. Au XVIe siècle, lors d'un incendie qui ravagea une partie de la ville, un coffre contenant des manuscrits hermétiques fut retrouvé presque intact. Les livres à l'intérieur ne portaient aucune marque de brûlure, alors que tout autour, la pierre elle-même avait éclaté sous la chaleur. Ces manuscrits, attribués à des alchimistes, furent ensuite dispersés et cachés. Certains circulent encore dans des collections privées, où ils conservent leur réputation d'incombustibilité. Les livres qui brûlent sans feu et ceux qui ne brûlent jamais partagent un même vertige. Ils semblent animés d'une volonté propre. Ils décident de disparaître ou de survivre, indépendamment des éléments extérieurs. Ils deviennent des acteurs de leur propre destin, comme si leurs pages portaient une vie intérieure. Cette impression s'accentue lorsque l'on considère certains manuscrits interdits, qualifiés de maudits. Le codex Gigas, aussi appelé Bible du diable, est l'un des plus célèbres. Son immense format, sa légende, son illustration d'un démon effrayant ont nourri une réputation inquiétante. On raconte qu'il aurait survécu à plusieurs incendies, toujours indemne, comme protégé par une force obscure. Bien que le codex Gigas n'ait jamais montré de combustion spontanée, il est souvent associé à l'idée de livres indestructibles, porteurs de secrets que rien ne peut effacer. Le manuscrit de Voynich, quant à lui, intrigue pour une autre raison. Personne n'a jamais réussi à le lire. Son écriture inconnue, ses illustrations impossibles, en font un objet unique.
Certains chercheurs affirment qu'il aurait résisté à des tentatives de destruction, comme si son encre refusait de se dissoudre. Là encore, on entre dans le domaine de la rumeur, mais la fascination est là. Ce livre est un survivant, malgré les siècles et les bouleversements. La symbolique des livres qui brûlent ou qui résistent est universelle. Le feu a toujours été lié à la connaissance, à la purification, à la destruction. Les bibliothèques incendiées marquent des traumatismes collectifs. Alexandrie, Bagdad, Louvain. Chaque fois, des pans entiers de mémoire disparaissent. Mais lorsque certains ouvrages échappent aux flammes ou s'éteignent d'eux-mêmes, c'est comme si un autre ordre se manifestait. Un ordre qui décide ce qui doit survivre et ce qui doit s'effacer. Des expériences modernes ont tenté d'analyser les composants de certains de ces livres étranges. Les encres contiennent parfois des métaux rares, capables de produire des réactions chimiques imprévues. Le papier, selon sa fabrication, peut aussi réagir différemment au feu. Mais ces explications n'épuisent pas le mystère, car ce qui dérange, c'est moins la technique que la répétition des témoignages. Des générations d'hommes ont vu des livres brûler sans flamme ou résister à des incendies. Et toujours, ces livres étaient liés à des savoirs secrets, à des textes de magie, de théologie ou d'alchimie. Comme si le contenu lui-même avait une influence sur la matière. Peut-être est-ce là le vrai cœur du mystère. Un livre n'est pas seulement du papier et de l'encre, c'est une parole fixée, une mémoire cristallisée. Si les anciens voyaient, dans certains ouvrages, une puissance autonome, c'est qu'ils percevaient la force du savoir inscrit. Lorsque ce savoir devenait trop dangereux, peut-être fallait-il qu'il s'autodétruise. Lorsque ce savoir devait survivre, il résistait même aux flammes. Les livres, alors, deviennent presque vivants. Dans certaines traditions mystiques, on raconte que les textes sacrés ne peuvent être détruits. Même si on brûle les pages, le contenu demeure inscrit ailleurs, dans l'invisible. Les livres qui refusent de brûler ne seraient que la manifestation matérielle de cette idée. Le savoir ne meurt pas, il se défend. À l'inverse, les livres qui s'embrasent d'eux-mêmes ne sont pas des pertes, mais des offrandes. Ils partent volontairement, disparaissant avant que des yeux non autorisés puissent les lire. Aujourd'hui, quelques bibliothèques conservent des volumes mystérieux, entourés d'une aura particulière. Les conservateurs évitent parfois de les exposer trop longtemps à la lumière, de peur d'activer une réaction imprévisible. Les visiteurs, eux, ressentent une appréhension instinctive devant ces ouvrages. Ils ne sont pas seulement anciens, ils semblent respirer, comme si leurs pages, serrées les unes contre les autres, gardaient un battement secret. Et dans ce frémissement, une transition se dessine. Après les livres qui brûlent sans feu, après ces mémoires qui s'éteignent ou survivent contre toute logique, viennent d'autres objets étranges. Non plus faits de mots, mais de reflets. Des miroirs anciens dont les surfaces renvoient des images qui ne devraient pas exister. Depuis toujours, les miroirs fascinent et inquiètent. Ils semblent si simples, une surface polie qui renvoie l'image de celui qui la regarde. Pourtant, dans de nombreuses cultures, le miroir n'a jamais été un objet banal. On lui attribuait un pouvoir de passage, une ouverture vers un autre plan, un double monde où les reflets vivaient hors d'une vie propre. Certaines découvertes archéologiques renforcent ce vertige. Des miroirs anciens, façonnés il y a des siècles, paraissent produire des reflets impossibles, montrant autre chose que le simple visage du spectateur. En Chine, les miroirs magiques des Han sont parmi les plus troublants. Ces objets de bronze poli, vieux de près de 2000 ans, présentent une particularité. Lorsqu'on les éclaire, l'image qui se projette sur le mur n'est pas seulement le reflet attendu, mais des motifs invisibles à l'œil nu apparaissent pendant. Des symboles, des animaux, parfois même des caractères. La surface du miroir, parfaitement lisse, cache en réalité des micro-reliefs capables de diffracter la lumière. Les artisans de l'époque maîtrisaient donc un art optique qui surprend encore les scientifiques modernes. Mais au-delà de la prouesse technique, l'impression demeure. Le miroir ne reflète pas seulement ce qui lui fait face, il révèle un autre plan, un secret dissimulé dans la lumière. En Mésoamérique, les Aztèques utilisaient des miroirs d'obsidienne, une pierre volcanique noire et brillante. Ces miroirs, souvent circulaires, étaient considérés comme des instruments sacrés. Le dieu Tezcatlipoca, miroir fumant, y apparaissait selon les prêtres. Les chamans les utilisaient pour des rituels de vision. Ils fixaient la surface sombre jusqu'à entrer dans un état de transe. Dans ces miroirs, disaient-ils, se dévoilait non pas le présent mais l'avenir, ou les royaumes invisibles. Certains miroirs d'obsidienne retrouvés dans des temples montrent des surfaces encore polies avec une perfection étonnante.
Lorsque l'on s'y regarde aujourd'hui, le reflet est si profond qu'il donne l'impression de tomber dans un puits. Ceux qui les contemplent trop longtemps décrivent une sensation d'attraction, comme si le miroir voulait absorber leur regard. En Europe médiévale, les miroirs furent souvent associés à la sorcellerie. On pensait qu'ils pouvaient capturer l'âme, qu'ils conservaient une partie de ce qu'ils reflétaient. Des traditions recommandaient de les couvrir après un décès, pour empêcher l'esprit du mort de rester prisonnier dans leur surface. Mais certains objets retrouvés dans des collections anciennes vont plus loin encore. De petits miroirs circulaires, faits de métaux alliés, ne reflètent non pas seulement une image, mais semblent la déformer d'une manière étrange. Des visages s'y allongent, des ombres s'y ajoutent. Est-ce dû à l'irrégularité de la surface, ou bien ces reflets étrangers appartiennent-ils à un autre ordre de perception ? Un témoignage récurrent revient dans les archives. Des voyageurs affirmaient que certains miroirs anciens ne reflétaient pas leur visage tel qu'il était, mais légèrement modifié. Une cicatrice absente, un regard vieilli, un sourire qui ne leur appartenait pas. Était-ce une illusion de lumière, ou bien l'ébauche d'un reflet venu d'un autre possible ? Ces récits, difficilement vérifiables, participent d'encore d'une même intuition. Le miroir n'est pas neutre, il est une porte. Plus étrange encore est le cas des miroirs de mémoire retrouvés au Japon. Ces disques de bronze décorés au revers de motifs mythologiques présentent une surface si polie que l'image renvoyée semble vibrer. Certains chercheurs pensent qu'ils étaient utilisés dans des rituels chamaniques où le reflet n'était pas destiné à l'homme, mais aux esprits. Le miroir servait alors d'écran où pouvaient apparaître des visions, des figures fugitives. Des récits anciens affirment que les ancêtres s'y manifestaient pour guider ou avertir. Dans le monde islamique médiéval, certains alchimistes utilisaient des miroirs concaves pour concentrer la lumière et observer des phénomènes invisibles. Des manuscrits décrivent des expériences où des images apparaissaient à la surface, comme projetées de l'inconnu. Ces miroirs n'étaient pas seulement des outils d'optique, ils étaient considérés comme des instruments de révélation. Leurs reflets étrangers n'étaient pas des illusions, mais des signes. Ce qui dérange avec ces miroirs, c'est la sensation qu'ils ne renvoient pas simplement le monde visible. Ils paraissent habités, capables de choisir ce qu'ils montrent. Certains visiteurs dans les musées rapportent des expériences troublantes. En se penchant sur un miroir ancien, ils auraient vu un visage derrière le leur ou un mouvement dans la surface alors qu'ils étaient seuls. Les conservateurs parlent d'ombres, de reflets parasites. Mais ceux qui ont vécu l'expérience décrivent un regard étranger, observant depuis l'autre côté. Peut-être faut-il comprendre ces miroirs comme des seuils. Ils matérialisent l'idée qu'il existe un double du monde, accessible dans les surfaces polies. Les traditions mystiques de nombreux peuples convergent sur ce point. Le miroir est une porte vers un ailleurs. Les Aztèques, les Grecs, les moines médiévaux, tous ont vu en lui un passage. Et certains miroirs anciens semblent avoir gardé cette charge, comme si leur surface avait emmagasiné les visions de ceux qui les utilisèrent. La science moderne explique beaucoup par l'optique, diffraction, réflexion, jeu de lumière, mais l'étrangeté persiste, car même en connaissant les lois, l'expérience demeure troublante. Se voir dans une pierre noire, dans un bronze patiné, dans une glace ancienne, ce n'est pas se voir dans un miroir moderne. L'image est plus incertaine, plus mouvante, comme si elle appartenait à un autre monde. Ces miroirs aux reflets étrangers rappellent une vérité plus vaste. Notre visage n'est jamais seul. Derrière chaque reflet, il y a un autre, une image qui nous échappe. Ces objets anciens façonnés avec soin concentrent ce vertige. Ils ne reflètent pas seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous pourrions être, ce que nous avons été ou ce qui nous observe en silence. Dans certaines traditions, il était dit que les miroirs conservent un fragment de toutes les images qu'ils ont reflétées. Chaque visage, chaque regard y resterait inscrit, invisible mais présent. Si cela est vrai, alors les miroirs anciens sont des archives vertigineuses, saturées de présence. Et ce que nous appelons des reflets étrangers ne serait peut-être rien d'autre que l'écho des générations passées, surgissant un instant à travers la surface polie. Ces objets suspendus entre science et mythe nous confrontent à la question du double. Ils nous invitent à regarder, au-delà de l'image familière, à percevoir l'ombre dans la lumière. Et dans ce vertige, ils ouvrent la voie à d'autres énigmes encore plus dérangeantes. Car après les miroirs aux reflets étrangers, viennent les tombeaux eux-mêmes, qui parfois semblent bouger, comme s'ils refusaient de rester en place. Il y a dans certains cimetières et mausolées des phénomènes qui échappent aux lois de la matière et du repos éternel.
Des pierres massives, des cercueils scellés, des sarcophages de marbre ou de granit que nul ne devrait pouvoir déplacer, et qui pourtant changent de place. Parfois ils se soulèvent, parfois ils s'inclinent, parfois ils se retrouvent alignés comme si une main invisible les avait ordonnés. Ces tombeaux qui se déplacent seuls nourrissent depuis des siècles des récits d'effroi et d'émerveillement. Ils rappellent que même la mort, que nous croyons immobile, peut cacher un mouvement insaisissable. Le cas le plus célèbre est celui du caveau Chase, situé dans le cimetière de Christchurch à la Barbade. Au début du XIXe siècle, cette crypte familiale fut ouverte à plusieurs reprises pour y déposer de nouveaux cercueils. Chaque fois que l'on descendait dans la chambre de pierre, les cercueils s'étaient déplacés, parfois renversés, parfois empilés d'une manière impossible. Les murs étaient intacts, la porte scellée, aucune trace d'intrusion. Les autorités locales, intriguées et effrayées, consignèrent le phénomène. À la suite de multiples ouvertures et réarrangements, les cercueils furent retrouvés encore déplacés, comme si une force invisible refusait qu'ils reposent en paix. Finalement, la crypte fut vidée et abandonnée. Aujourd'hui encore, elle demeure un mystère. D'autres récits similaires existent dans les îles des Caraïbes. La chaleur, l'humidité, les secousses sismiques ont été invoquées comme explication rationnelle. Certains pensent que le gaz produit par la décomposition pouvait provoquer des mouvements internes. Mais les cercueils du caveau Chase étaient en plomb, lourds de plusieurs centaines de kilos. Leur déplacement, parfois contre les murs, défie toute logique physique. Pour les habitants, il ne s'agissait pas de hasard. Les morts eux-mêmes refusaient leur le silence, ou bien une force étrangère agitait le tombeau. En Europe, des semblements, des récits médiévaux parlent de sépultures qui s'ouvraient d'elles-mêmes. Dans certaines églises, des sarcophages de saints semblaient se soulever légèrement, comme pour rappeler leur présence. Les fidèles y voyaient des miracles, des signes de sainteté. Mais d'autres récits, plus sombres, évoquent des tombeaux qui se déplaçaient parce que l'âme du défunt n'avait pas trouvé la paix. Des chroniques racontent que les cercueils de criminels ou de sorcières étaient parfois retrouvés hors de leur fosse, rejetés par la terre. Était-ce une légende destinée à effrayer ou un témoignage de phénomènes inexpliqués ? En Égypte, certains temples funéraires présentent des dalles gigantesques déplacées sans qu'on comprenne comment. Les archéologues y voient la trace de pillards ou de séismes, mais d'autres avancent l'idée que les tombeaux eux-mêmes se réarrangeaient selon un ordre mystérieux. La croyance voulait que les dieux surveilleraient le repos des morts. Si un tombeau était profané, il se refermait ou se déplaçait seul. Des inscriptions murmurent cette idée. Celui qui trouble le repos verra la pierre bouger contre lui. En Asie, des traditions bouddhiques racontent que certains cercueils de maîtres spirituels se déplaçaient pour être retrouvés par leurs disciples. Ces récits, difficilement vérifiables, décrivent des tombeaux qui se déplaçaient doucement au fil des jours jusqu'à atteindre un lieu sacré. Pour les fidèles, il ne s'agissait pas d'un mouvement matériel, mais d'une manifestation spirituelle. Le corps guidait lui-même son sanctuaire vers un espace propice. Plus troublants encore sont les témoignages modernes. Dans certains cimetières d'Amérique du Sud, des familles affirment avoir retrouvé les cercueils déplacés après de fortes pluies. Mais les gardiens, eux, racontent avoir vu des pierres massives bouger sans intervention humaine, glissant comme si la terre respirait. Ces récits s'ajoutent à la longue liste des tombeaux qui refusent l'immobilité. Les rationalistes avancent des explications diverses. Mouvements sismiques, inondations, dilatation des matériaux, infiltration d'air, tout cela est possible. Mais il est difficile d'expliquer pourquoi ces phénomènes semblent toucher certains tombeaux, en particulier, parfois de manière répétée et spectaculaire. Pourquoi les cercueils du caveau Chase se déplaçaient-ils toujours alors que les autres caveaux voisins restaient immobiles ? Pourquoi certaines pierres funéraires se soulèvent-elles sans cause apparente ? Peut-être faut-il voir dans ces récits un reflet de nos propres angoisses. Le tombeau est censé sceller le repos éternel. Lorsqu'il bouge, c'est toute notre certitude sur la mort qui vacille. L'immobile devient mouvant, le silence devient bruit. Ces phénomènes réveillent hors taille la peur ancestrale que les morts ne dorment pas vraiment, qu'ils puissent revenir, qu'ils aient encore une force sur notre monde. Dans certaines cultures, on considérait qu'un tombeau déplacé était le signe d'un esprit tourmenté. Les prêtres accomplissaient alors des rituels pour apaiser le défunt, lui offrir des sacrifices ou des prières. Parfois, après ces rites, le tombeau retrouvait son calme.
mais parfois non. Et le mystère demeurait. Il existe aussi des tombeaux qui semblent s'être déplacés non pas de quelques centimètres, mais de plusieurs mètres. Des dolmens, des pierres tombales massives, retrouvées hors de leur emplacement initial. Était-ce l'œuvre de forces naturelles, de rites anciens visant à cacher ou à déplacer les morts, ou bien s'agit-il de phénomènes que nous n'avons pas encore su expliquer? Ces tombeaux qui se déplacent en seuls sont peut-être les échos d'un souvenir plus vaste. Dans le silence des cryptes et des cimetières, nous croyons que tout est figé, mais parfois la pierre bouge, le cercueil se renverse, le tombeau glisse, et ce frémissement minéral nous rappelle que même la mort n'est pas immobile. Dans ce vertige, une autre énigme apparaît, liée non plus aux pierres des tombes, mais au rouage du temps lui-même. Car après les tombeaux qui bougent, viennent des machines antiques qui semblent défier les siècles, comme si elles connaissaient un savoir que nous avons perdu. Il y a dans certaines découvertes archéologiques des objets qui ne ressemblent à rien de ce que nous attribuons aux civilisations anciennes. Des engrenages, des roues, des mécanismes de précision que l'on croirait sortis d'un atelier moderne, et pourtant exhumés de profondeurs vieilles de milliers d'années. Ces machines antiques, isolées, fragmentées, définissent notre chronologie. Elles donnent l'impression qu'un savoir technologique a surgi bien avant son époque, pour disparaître ensuite, comme si le temps lui-même l'avait englouti. Le plus célèbre de ces objets est sans doute le mécanisme d'Anticythère, retrouvé en 1901 dans l'épave d'un navire grec au large d'une petite île de la mer Égée. Il s'agissait de fragments de bronze incrustés de sel marin, paraissant d'abord insignifiants. Mais une fois nettoyés, ils révélèrent un ensemble complexe d'engrenages imbriqués. Les analyses modernes montrent qu'il s'agissait d'un calculateur astronomique, capable de prédire les éclipses et les mouvements des astres avec une précision stupéfiante. Construit il y a plus de 2000 ans, il contenait des engrenages d'une finesse comparable à ceux d'une horloge du XVIIIe siècle. Rien dans nos connaissances de la Grèce antique n'explique pleinement l'existence d'une telle machine, et ce n'est pas le seul exemple. En Égypte, des bas-reliefs intriguent entre les chercheurs. Dans le temple de Dendera, des gravures représentent des formes qui rappellent des lampes, avec des filaments et des câbles. Beaucoup y voient une simple interprétation symbolique, une image religieuse. Mais certains y lisent la trace d'une connaissance technique oubliée. D'autres gravures, ailleurs, évoquent des roues dentées, des dispositifs hydrauliques d'une complexité inattendue. La frontière entre symbole et machine devient floue. En Mésopotamie, le mystère se prolonge avec les fameuses piles de Bagdad. Découvertes en 1936, ces jarres en argile contiennent un cylindre de cuivre et une tige de fer. Remplies d'un acide léger, elles produisent une électricité faible mais réelle. Certains chercheurs pensent qu'elles servaient à dorer des bijoux par électrolyse, d'autres y voient un simple dispositif rituel. Mais l'objet existe. Une pile électrique, vieille de 2000 ans. Comment ce savoir a-t-il pu surgir puis disparaître sans laisser de traces? En Inde, certains textes sanscrits mentionnent des machines volantes, les Vimana. Ces descriptions consignées dans des épopées, comme le Mahabharata ou le Ramayana, parlent de chars aériens dotés de moteurs mystérieux. Pour beaucoup, il ne s'agit que de mythes, mais des fragments d'objets métalliques retrouvés dans certaines régions à la composition inhabituelle entretiennent le doute. Peut-être ces récits s'inspiraient-ils de technologies réelles, disparues depuis. En Amérique du Sud, les découvertes en sont tout aussi étranges. Dans les montagnes du Pérou, on a trouvé de minuscules figurines métalliques, semblables à des modèles d'avions modernes, avec ailes, stabilisateurs et gouvernes. Les archéologues les classent comme objets rituels, symboles d'oiseaux stylisés. Pourtant, leur ressemblance avec des appareils volants est troublante. Si ce ne sont que des jouets ou des symboles, pourquoi leur forme correspond-elle si bien aux lois de l'aérodynamique, que nous n'avons formulées sans qu'à l'époque moderne ? Plus mystérieuses encore sont les découvertes liées à des engrenages isolés trouvés dans des couches géologiques trop anciennes. En Russie, des fouilleurs ont rapporté avoir trouvé de petits mécanismes dentés incrustés dans des roches vieilles de plusieurs centaines de milliers d'années. Les sceptiques crient à la contamination moderne, mais l'idée persiste, des fragments de machines que le temps n'aurait pas dû conserver. Même si ces récits demeurent controversés, ils s'ajoutent à une trame commune, l'apparition d'artefacts mécaniques impossibles, comme si le temps avait glissé. Ce qui frappe dans toutes ces découvertes, c'est leur isolement. Aucune civilisation connue n'a laissé d'archives décrivant clairement l'usage de ces machines,
Aucun atelier, aucune suite logique ne les accompagne. Elles apparaissent comme des éclairs techniques, sans passé ni futur. Le mécanisme denticitaire n'a pas d'équivalent direct. Les piles de Bagdad n'ont pas connu de développement industriel. Les modèles de avions Inca n'ont pas conduit à l'aviation. Tout se passe comme si ces objets appartenaient à une autre trame, un autre temps, et qu'ils avaient glissé dans le nôtre par accident. Les hypothèses sont multiples. Certains y voient la preuve de contact entre civilisations lointaines, d'échanges oubliés. D'autres parlent de génies isolés, d'inventeurs disparus trop tôt dont le savoir n'a pas été transmis. Et il y a aussi ceux qui imaginent l'existence d'un âge plus ancien, une civilisation disparue qui aurait connu des avancées techniques inouïes, puis s'est effacée, ne laissant que des fragments dispersés. Dans les musées où elles reposent, ces machines attirent vraiment les regards. Leur complexité muette fascine. On les observe, on les photographie, mais au fond, elles demeurent incomprises. Elles ne sont pas seulement des objets, elles sont des énigmes. Elles nous disent que nous ne savons pas tout de notre propre passé, que la mémoire humaine est tissée de trous et de silences. Ces machines antiques qui défient le temps nous mettent face à une question vertigineuse. Et si l'histoire n'était pas une ligne continue, mais une mer où émergent parfois des îlots de savoir avant d'être engloutis à nouveau, elles sont les éclats d'un monde perdu, les rouages d'un temps qui n'est plus le nôtre. Et dans ce vertige, elles ouvrent la voie vers une dernière énigme. Car après les engrenages qui résistent au siècle, viennent des clés mystérieuses, façonnées pour des serrures que nous n'avons jamais trouvées. Il y a des objets qui incarnent l'attente. Parmi eux, les clés tiennent une place singulière. Une clé est faite pour ouvrir, pour déverrouiller, pour franchir un seuil. Mais que penser des clés qui ne correspondent à aucune serrure ? Forgées dans le métal ou taillées dans la pierre, certaines clés retrouvées dans les fouilles n'ont jamais révélé leur usage. Elles semblent attendre un mécanisme qui n'existe plus, ou qui n'a jamais existé. Elles reposent aujourd'hui dans des vitrines, muettes et brillantes, témoins d'un secret perdu. Ces clés sans serrure dérangent parce qu'elles suggèrent une absence, une porte invisible, un monde fermé, un passage oublié. Dans les ruines romaines, on retrouve souvent des clés de bronze ou de fer, conçues pour des coffres ou des portes. La plupart sont reconnaissables, leur usage clair, mais certaines, découvertes dans des contextes religieux, possèdent des formes étranges, dents disproportionnées, motifs géométriques inutilisables, manches ornées de symboles. Elles n'auraient jamais pu ouvrir de serrures mécaniques. Les archéologues les interprètent comme des objets votifs, des offrandes. Pourtant, leur finesse et leur poids trahissent un soin qui dépasse la simple symbolique. Pourquoi fabriquer une clé parfaitement fonctionnelle dans son métal et sa forme, mais inutile dans sa denture ? Était-ce une clé rituelle destinée à ouvrir autre chose qu'une porte matérielle ? En Égypte, des objets similaires apparaissent. Certaines tombes contiennent des clés de pierre ou de cuivre, souvent placées près du défunt. On suppose qu'elles devaient lui permettre d'ouvrir les portes de l'au-delà. Mais là encore, certaines de ces clés présentent des caractéristiques troublantes, dents multiples, formes circulaires, parfois articulées. Rien dans l'architecture funéraire ne correspond à ces mécanismes. Elles semblent adaptées à des serrures que nous n'avons jamais vues. Peut-être que ces serrures existaient autrefois et qu'elles ont disparu avec les portes qu'elles protégeaient. Ou peut-être ces clés étaient-elles symboliques, destinées à franchir non pas un seuil physique mais un passage spirituel. En Asie, des découvertes similaires renforcent le mystère. Dans certains temples indiens, des clés massives de bronze ont été retrouvées sans aucune serrure correspondante. Elles sont trop grandes pour être pratiques, trop lourdes pour un usage quotidien. Leur présence près des sanctuaires laisse penser qu'elles ouvraient des chambres secrètes, aujourd'hui disparues ou scellées à jamais. Des textes anciens parlent de portes célestes qu'on ne pouvait franchir qu'avec des clés sacrées offertes par les dieux. Était-ce une métaphore ou une réalité inscrite dans le métal ? Dans l'Europe médiévale, des légendes circulent autour de clés des songes. Ces objets étaient censés permettre à celui qui les possédait d'ouvrir des portes invisibles dans ses rêves ou dans d'autres mondes. Quelques exemplaires de clés insolites ont été retrouvés dans des monastères. Trop délicates pour correspondre aux serrures des portes encore debout, elles semblent avoir été conçues pour autre chose. Des manuscrits mentionnent des serrures de lumière et des portes de l'esprit, autant de métaphores qui résonnent étrangement avec ces objets inutilisables.
Plus troublant encore, certains inventaires de musées mentionnent des clés faites de matériaux inhabituels. Cristal poli, alliage indéterminé, métaux rares. L'une d'elles, découverte en Europe de l'Est, est façonnée dans une pierre translucide. Sa denture est si régulière qu'elle semble avoir été taillée par une machine moderne. Mais aucune serrure connue ne correspond à cette forme. L'objet est exposé comme une curiosité, sans explication. Les visiteurs la contemplent, fascinés, comme si elle pouvait encore ouvrir quelque chose d'invisible. L'idée de clé sans serrure nous place face à un paradoxe. Une clé est un outil, et un outil suppose un usage. Mais si la serrure n'existe pas, l'objet devient symbole, promesse. Ces clés suggèrent qu'il existe des portes que nous ne voyons plus, des passages effacés du monde matériel. Elles incarnent la nostalgie d'un accès perdu. Les traditions ésotériques vont plus loin. Certaines sociétés secrètes utilisaient sans miger des clés comme emblèmes, affirmant qu'elles ouvraient mensuellement des savoirs cachés. Les clés n'étaient pas destinées soit à la matière, mais à la connaissance. Posséder la clé signifiait avoir le pouvoir de franchir un seuil intellectuel ou spirituel. Dans ce sens, les clés retrouvées dans les tombes, les temples et les sanctuaires pourraient être les vestiges de cette idée, objets chargés de signification plus que de fonction. Et pourtant, certains détails dérangent. Des clés antiques présentent des articulations, des systèmes complexes qui ne peuvent pas être purement symboliques. Le soin apporté à leur conception suggère un usage concret. Mais lequel ? Les chercheurs s'interrogent. Ouvraient-elles des mécanismes disparus, des coffres dont nous n'avons plus trace ? Ou bien étaient-elles conçues pour s'insérer dans des dispositifs rituels, déclenchant non pas l'ouverture d'une porte, mais la libération d'un son, d'une lumière, d'une vibration ? Il existe des récits de voyageurs affirmant avoir vu des clés utilisées lors de cérémonies secrètes. Les prêtres les inséraient dans des autels, non pour ouvrir une cavité, mais pour compléter une forme, comme si l'objet lui-même complétait le symbole. Dans ces cas, la clé n'était pas destinée à déverrouiller, mais à accomplir un geste rituel, à fermer ou sceller, un acte sacré. La symbolique des clés est universelle. Elle représente toujours un passage, une possibilité, un accès. Les clés sans serrure sont alors encore plus puissantes. Elles ne nous donnent accès à rien de visible, mais elles rappellent au sens qu'il existe des seuils que nous avons oubliés. Elles sont l'incarnation matérielle d'une absence, d'un mystère. Dans les vitrines des musées, elles fascinent. On les observe longuement, on tente d'imaginer la serrure disparue, la porte effacée. Elles provoquent un vertige, celui de savoir qu'un objet a été créé pour une fonction précise, mais que cette fonction a disparu. Elles deviennent alors des fantômes d'outils, des promesses inachevées. Et peut-être est-ce cela leur véritable secret. Les clés sans serrure ne sont pas des objets ratés, elles sont des rappels. Elles disent nous que le monde contient encore des portes invisibles, que toutes les serrures ne sont pas matérielles. Elles suggèrent qu'il existe des passages que nous ne savons plus franchir, des seuils enfouis dans la mémoire ou dans le silence. Dans le calme des réserves, ces clés dorment encore. Leur métal luit faiblement, leur denture attend. Elles ne n'ouvrent rien que nous connaissions, mais elles continuent de promettre. Et cette promesse suffit à troubler. Car au fond, ce ne sont pas elles qui manquent de serrure. C'est peut-être nous qui avons perdu la porte.